Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Digital Days pour cet atelier technique animé par l'écosystème Solutions pour l'usine du futur sur le thème La transformation digitale des entreprises se limite-t-elle à une simple affaire de technologie? Pour présenter simplement notre écosystème et surtout faire sens avec les interventions qui vont suivre, nous dirons que c'est l'écosystème de l'industrie de demain qui prend en compte les transformations culturelles, numériques, environnementales et s'attache essentiellement à proposer des solutions aux besoins de cette industrie pour lui permettre de se développer et de durer. Le thème abordé ce matin fait écho à l'écart régulièrement rencontré lorsque l'on compare les articles technologiques qui font le buzz et la réalité du terrain qui met en jeu essentiellement des hommes. L'objectif donc de cette matinée sera donc modestement de vous sensibiliser sur certains points qui semblent essentiels grâce à un atelier qui va se dérouler en deux temps. Un temps de réflexion que l'on pourrait intituler Mieux comprendre pour mieux agir, durant lequel nos intervenants vont nous allumer des petites lumières sur numérique, climat, organisation, technologie et comment concilier un petit peu tout ça. Puis un temps d'action durant lequel nos intervenants, tous impliqués dans les programmes usines du futur des régions, vont nous présenter de belles réussites illustrées d'exemples et de témoignages autour d'approches qui ont embarqué à la fois les hommes, la méthode et la technologie. Notre principal challenge ce matin sera de tenir le timing, nos intervenants ayant travaillé avec conviction pour vous offrir des présentations riches et documentées. Vous verrez, c'est dense, mais c'est ludique, donc ça va le faire. Alors maintenant, installez-vous confortablement, osez user du chat sans modération pour poser vos questions, partager vos avis ou simplement encourager les présentateurs. Les questions seront répondues en fin de séance ou bien par écrit si le temps venait à nous manquer. Catherine, à toi d'ouvrir le bal. Merci beaucoup Philippe et bonjour à toutes et à tous pour cette journée et cette thématique qui est très intéressante. Alors si Philippe m'a donné la parole aujourd'hui, je pense que c'est pour apporter à notre table ronde un peu, beaucoup, passionnément de verre dans la discussion, puisque ça fait donc 10 ans que je me passionne pour les questions de transition et notamment les questions de transition écologique. Il me semble en effet indispensable de coupler la transformation digitale des entreprises à l'urgence climatique et plus largement donc à la transition écologique. Alors pour s'en convaincre et avant de vous donner quelques exemples d'entreprises qui ont décidé de conjuguer ces deux priorités, j'aimerais qualifier le monde dans lequel nous vivons à l'aide de quelques données particulièrement frappante. Et donc, si vous voyez mon écran mieux que vous voyez, c'est l'essentiel, puisque je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais je pense que c'est utile de revenir sur un certain nombre de chiffres clés. Alors, le premier, effectivement, et c'est pour ça que on parle tant de la transformation digitale, c'est que nous vivons dans un monde numérique. Plus de 67% de la population mondiale possède un téléphone portable. Je rappelle, c'est quand même l'innovation dont le taux de pénétration a été l'un des plus fulgurants, voire le plus fulgurant à l'échelle de toutes les innovations qui ont été mises sur le marché depuis un siècle. Nous sommes donc devenus, en moins de 10 ans, complètement accros à nos écrans. Si vous voyez qu'un adulte dans un pays développé passe plus de 12 heures par jour sur un écran, que ce soit pour travailler ou pour se divertir, et que l'on sait combien c'est difficile de se faire donc des week-ends détox quand on essaye de le faire, et je parle même pas d'imaginer passer une semaine sans ordinateur, sans tablette ou téléphone portable.
La digitalisation du monde n'est pas prête de s'arrêter puisque le couple IA et robotisation vient tout juste de se former et nous ne sommes qu'au début de leur lune de miel. Alors même si personne n'est capable d'anticiper les conséquences de ce mariage sur le marché de l'emploi, cette prise de pouvoir des machines dans l'économie fait que, c'est la dernière étude, il y en a eu plein d'autres, mais je vous ai mise la dernière étude de McKinsey, fait que la moitié de la manœuvre européenne risque de devoir s'adapter à cette nouvelle donne dans les années à venir, sachant quand même que, c'est quand même un chiffre important, 1,2 milliard d'emplois à l'échelle du monde risquent d'être transformés si c'est pas remplacé, ce qui est quand même effectivement très frappant. Alors j'espère que votre boulot sera pas remplacé. Moi, je suis journaliste et peut-être que mon confrère Toby, qui est capable d'écrire plus de 5000 articles par jour, permettra me mettra au chômage puisqu'il faudrait 1 an pour un journaliste classique pour écrire 5000 articles. Mais bon, c'est pas la thématique du jour. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est vraiment de partager avec vous les conséquences néfastes au niveau de l'environnement de cette digitalisation du monde et de faire de nous faire phosphorer sur les enjeux et notre part de responsabilité. Alors je vais donc vous parler du réchauffement climatique, vous vous en doutez. Avant ça, je vais plutôt parler de la pollution, quelque chose dont on parle moins, sachant que nos modes de production et de consommation font que nous vivons dans un monde pollué. À 92%, donc nous sommes tous, tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, nous respirons dans un monde pollué, contenant de hauts niveaux de polluants, bien au-delà des seuils autorisés par l'OMS. Notre terre est également polluée, puisque au niveau des sols, donc la France figure au 10e rang des pays les plus producteurs de déchets dans le monde, et nous sommes extrêmement mauvais élèves en termes de recyclage. Et puis au niveau de l'eau, 50% des rivières françaises contiennent des substances chimiques nocives. Je pourrais rajouter, mais ça rentrait pas dans la slide, très nocives, et donc 1/3 de nos nappes phréatiques sont contaminées. Et donc quand on parle d'économie dématérialisée, moi j'ai toujours eu beaucoup de mal avec cette expression, puisque en introduction, je l'ai pas dit, mais je suis donc journaliste grand reporter télé, et donc j'ai roulé ma bosse dans beaucoup d'endroits dans le monde où personne ne va, puisque j'ai travaillé pendant 10 ans pour Envoyé spécial sur France 2 et que j'ai fait beaucoup de sujets d'investigation. Et donc moi j'ai davantage assisté à l'intensification d'extraction de matériaux et donc une économie ultra matérialisée plutôt que l'inverse, puisque nous vivons dans une économie avec des cycles d'utilisation de plus en plus courts, des filières de valorisation soit inexistantes, soit balbutiantes, en tous les cas qui peinent énormément à se structurer, et ce qui fait qu'effectivement la pollution, si on ne change pas nos modes de production, n'est pas prête de s'arrêter. Autre information importante, effectivement, c'est que nous vivons, donc ça on le sait, dans un monde carboné, puisque ce que nous produisons est fabriqué, transporté, consommé à partir d'énergies fossiles, donc pétrole, gaz et charbon, qui représentent encore aujourd'hui 80% de l'énergie utilisée dans le monde. J'aime bien cette slide parce que très souvent on pense que le charbon est l'énergie du 19e siècle, de la révolution industrielle, et comme on le voit sur ce graphique, il représente encore aujourd'hui, à l'heure où on se parle, 27% de l'énergie totale utilisée. Je vous apprends rien que toutes ces énergies fossiles produisent des émissions de CO2 lors de leur combustion, responsables du réchauffement climatique, lui-même responsable du dérèglement climatique. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'effectivement, on en parle beaucoup, mais que malgré tous les efforts qui ont été
entrepris ces 20 dernières années et donc ont servi absolument à rien. Vous connaissez les fameuses COP, Conference of Parties. La plus célèbre s'étant déroulée en France en 2015 avec la signature de l'accord de Paris, ne sert pas à grand-chose puisque en 20 ans, les émissions de CO2 ont augmenté de 50%. Tout ça fait que je pense que mon titre n'est pas exagéré. Nous sommes dans une situation un petit peu périlleuse puisque effectivement tout ça fait que la biodiversité est en train de disparaître. Donc là, je vous ai mis également une slide qui est issu du dernier rapport de Planète Vivante de WWF, qui a étudié donc 20 000 populations d'animaux sauvages et qui montre que la taille de ces populations a chuté de 68% ces 50 dernières années. C'est un rapport qui a beaucoup marqué les esprits. Il y en a d'autres. J'aurais pu vous en donner d'autres. En clair, Homo sapiens est en train de provoquer la 6e extinction de masse, la plus importante depuis la disparition des dinosaures il y a 66 millions d'années, sachant que les scientifiques parlent d'extinction de masse quand 3/4 des espèces vivantes disparaissent, et c'est ce qui est en train de se passer. Alors, si je vous parle de tout ça, c'est évidemment pour vous donner envie d'agir au sein de votre entreprise et inverser la tendance, puisque nous sommes tous responsables du monde dans lequel nous vivons et les entreprises encore plus que les particuliers. Alors, j'aimerais qu'on puisse ensemble inverser les courbes. Vous voyez sur ce schéma-là. J'espère que 2020, qui a été le déclenchement d'une crise sanitaire planétaire avec la Covid, sera également une année de prise de conscience planétaire, où on s'est rendu compte que l'être humain était extrêmement fragile, puisqu'un petit virus pouvait en quelques semaines devenir le maître du monde, et combien le digital aussi. Et c'est tout ça qui est intéressant, c'est combien on combine l'écologie et le digital, combien le digital nous avait quand même permis de continuer à faire tourner l'économie en pleine crise sanitaire. Alors j'espère qu'effectivement 2020 sera l'année des prises de conscience et qu'on va pouvoir collectivement inverser la tendance, inverser les courbes, puisque nous sommes responsables du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Nous pouvons être responsables de ce que nous allons créer demain. Alors, comment inverser les courbes au sein de Shaman Go? Alors, vous ne connaissez pas Shaman Go, donc je vais en parler un petit peu. C'est-à-dire que rapidement, moi j'ai passé 20 ans en télévision à faire des reportages d'investigation pour dénoncer ceux qui détruisent le monde. Et puis j'ai eu envie d'utiliser donc mes compétences pour essayer d'apporter ma pierre à l'édifice de la construction du monde de demain. Et j'ai donc monté Shaman Go, qui est comment effectivement on se forme au nouveau monde. Donc quelque part on pourrait dire que Shaman Go c'est une école qu'on a lancée en plein confinement. Comment donc on apprend à changer? Eh bien, on apprend à changer en regardant déjà ce que d'autres ont fait. Et donc, moi, ça fait 10 ans que je parcours le monde pour donc rencontrer ce que j'appelle des pionniers Shaman Go, donc des innovateurs, qu'ils soient verts, sociaux ou sociétaux, qui apportent une solution pour donc une fois de plus changer nos modes de vie. Ces portraits de 2 minutes 30, je vais vous en donner 3 exemples, mais vous pouvez aller sur le site de Shaman Go. Ces portraits sont quotidiennement diffusés sur TV5 Monde en format 2 minutes et quelques. Et puis, donc dans l'école Shaman Go, donc on s'appuie sur ce qui se fait de mieux en termes d'innovation. Je pense que c'est vraiment le positionnement de Shaman Go, c'est pas être dans la collapsologie ni dans la bio-ingénierie, c'est à mi-chemin entre les deux. C'est comment on peut s'emparer de solutions et comment à Shaman Go, puisque le mot Shaman Go provient, c'est un néologisme constitué de 3 mots, chaman, men et go, et en gros comment
on s'inspire des principes du vivant, des lois du vivant, pour justement ne pas nous déconnecter complètement. Nous sommes et nous appartenons au vivant, et même si on va vers une artificialisation de nos modes de vie, qu'on soit toujours l'homme entre voilà, le vivant et le non vivant. Et donc comment on s'inspire dans cette nouvelle économie des lois du vivant. Et donc je vais donc partager avec vous pour moi 3 lois qui sont essentielles, et donc je vais donc conjuguer avec 3 exemples d'entrepreneurs qui ont donc mis je dirais en action ces lois. La première loi, c'est que le vivant est économe. C'est un, vous allez me dire, bah on apprend strictement rien, que le vivant est économe en énergie et en matériaux. Donc vous allez me dire que j'enfonce des portes ouvertes, mais très sincèrement, nos process de fabrication, nos normes, nos réglementations, le tout enchâssé dans une logique d'économie linéaire, fait que nous gaspillons d'énormes quantités d'énergie et de matière sur toute la chaîne de production et de distribution, à commencer par l'objet le plus simple qui soit, la palette en bois, qui transporte aujourd'hui pas moins de 90% de tout ce qui se vend et s'achète dans le monde. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de vous parler d'un pionnier Chamengo, donc, qui s'appelle Jean-Louis Louvel, qui fait pas du tout de la high-tech. On n'est pas dans la science, rocket science, comme on dit. On est dans la palette. Vous pensiez pas que j'allais vous parler de palettes aujourd'hui, mais ces palettes donc permettent peut-être de faire de la high-tech un peu moins polluante et un peu moins émettrice de CO2, puisqu'en gros tout ce qui est high-tech est fabriqué aujourd'hui en Asie et donc est transporté par palette. Et l'histoire de Jean-Louis Louvel, elle est très intéressante. C'est qu'il a dit comment je fais pour que voilà, ma palette soit la plus écologique possible. Alors on va demander à Jennifer de regarder un petit extrait. On va regarder un petit extrait de Jean-Louis Louvel pour que indirectement il vous parle. Et puis je vais commenter quelques images qu'on a mis juste après. À toi Jennifer pour la vidéo numéro 1. Je travaillais dans une entreprise à Rouen où le chef d'entreprise un jour est venu me voir en me disant « Tiens, occupe-toi de me vendre les palettes sur lesquelles il recevait de la marchandise, donc des vieilles palettes qui avaient déjà servi. » C'est ce qui m'a donné le déclic en me disant « Mais comment ça vendre? Si tu veux, on va appeler quelqu'un qui va mettre une benne, c'est toi qui payes et tu les mets dedans. » Et là, en fait, j'ai compris qu'il existait déjà les balbutiements d'un marché, le marché du reconditionnement. Catherine, excusez-moi, votre son est coupé, on ne vous entend pas. Catherine, ton son est coupé. Ok, donc je ne sais pas si vous avez entendu l'extrait de Jean-Louis ou pas. Voilà, et donc Jean-Louis, il fait 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il vient d'investir 30 milliards aux États-Unis parce que justement, en ayant cette logique d'éco-conception, eh bien, il est bien plus performant aujourd'hui que ses confrères américains. Et donc, c'est sympa de se dire qu'il y a un Français qui s'implante sur le marché américain. Deuxième loi du vivant, c'est que la nature capte plus de CO2 qu'elle n'en relâche. La révolution industrielle fait tout l'inverse depuis 250 ans. Nous l'avons vu sur les slides précédentes, la fausse
la faute aux énergies fossiles que nous utilisons. Et donc un deuxième exemple avec Katia Bastioli, qui est une ingénieuse biochimiste, également une pionnière chez Amengo, qui travaillait dans les années 90 pour le groupe pétrochimie italien Mondellison, qui est un géant, c'est un des plus grands groupes italiens, et elle mettait au point des plastiques, donc à base de pétrole à usage unique, qui sortaient d'une énorme raffinerie qu'elle co-dirigeait aussi de pétrole en Sardaigne, et elle s'est dit un jour, mais c'est pas possible, quoi. Moi qui suis écolo, je peux pas être écolo le week-end et émettrice de CO2 la semaine. Et elle est allée voir sa direction en disant, moi j'aimerais mettre au point du bioplastique. Et ils l'ont laissé faire joujou quelque part dans un petit labo de recherche pour mettre au point des bioplastiques. Et pour la faire simple, c'est elle qui a sauvé le groupe Montedison, puisque finalement les raffineries ont fermé, et qu'aujourd'hui donc Novamont est devenu le leader mondial de la production de bioplastique grâce à elle. On peut regarder donc un petit extrait de son intervention. Vidéo numéro 1 de Jennifer, si c'est possible. Nous avons mis au point un bioplastique à base d'huile végétale de charbon. Cette innovation majeure fait de nous des pionniers dans notre domaine. On terminera avec donc ce qui est effectivement un monde durable, avec l'exemple de Bill Anderson, qui fabriquait de la moquette en dalle à Atlanta aux États-Unis. Et lui s'est dit un jour la même chose que Katia. Il utilisait donc des matériaux pétrochimiques pour fabriquer ces moquettes qu'il expédiait ensuite dans le monde entier. Et il s'est dit un jour, j'arrête de me donner des tas d'excuses pour continuer mon business as usual, parce que c'est pas moralement acceptable de continuer à faire ce que je fais. Et donc, il a eu le courage de suivre pendant 15 ans un plan stratégique extrêmement ambitieux, puisqu'il a décidé que son entreprise, Interface, serait neutre en carbone en 2020, et il y est arrivé. Et donc, on ne va pas écouter Bill Anderson, qui malheureusement est décédé d'un cancer il n'y a pas très longtemps, mais on va écouter l'un de ses lieutenants, Nigel Stanfield, qu'on a interviewé il y a très peu de temps, et on en voit la vidéo numéro 3. Vous savez, quand vous pensez grand, que vous êtes brave et en quête de sens, c'est à la fois gratifiant personnellement, mais aussi pour les affaires. Nous sommes immensément fiers d'avoir influencé toute notre filière. La plupart de nos concurrents ont aujourd'hui adopté des pratiques durables. Non seulement vous avez une part de responsabilité dans la marche du monde, mais qu'au niveau de votre entreprise, ça peut valoir le coup d'anticiper les changements de société. Et je terminerai mon intervention
si c'est possible, par une slide, mais ça sera peut-être pas possible, la citation de Jules Ferry qui disait « Nous sommes un grand siècle, mais nous sommes un grand siècle à la condition de connaître quelle est l'œuvre, quelle est la mission, quel est le devoir de notre siècle. » Voilà, j'ai terminé et j'espère que j'ai pas été trop longue. J'espère que vous m'entendez. Philippe, est-ce que tu peux confirmer que le son passe? C'est très bon, excellent. Super. Merci beaucoup Catherine, très inspirant ce témoignage. Donc dans les 15 minutes qui viennent, je vous propose une transition, puisqu'il s'agit d'une transition vers le monde industriel en général, et puis plus précisément les enjeux justement associés au digital. Qu'est-ce que le digital peut apporter dans le monde industriel? Et pour faire écho à ce que disait Catherine, un exemple de modèle qui réconcilie justement des enjeux écologiques et ce que le digital peut apporter, qui est le modèle Tesla. Juste pour comprendre d'où vient cette volonté de parler du modèle Tesla, je suis donc un des associés du cabinet OPO, qui est un cabinet de conseil spécialisé dans le secteur industriel. Donc, on tourne dans les usines, je passe la plupart de mon temps dans les usines françaises et européennes. Et par ailleurs, je suis aussi un des fondateurs de OSS, qui est un startup studio qui crée des startups pour le monde industriel. Et donc, on a une vision assez panoramique de ce qui se passe sur le secteur industriel. Depuis une dizaine d'années, la plupart des dirigeants nous posent la question de OK, le digital arrive dans le secteur industriel. On voit que ça va tout transformer. Par contre, on manque de modèles qui puissent nous inspirer, comme a été le modèle Toyota pendant tout un tas d'années et qui a permis de transformer des pans entiers de l'industrie pour rester compétitif dans un monde qui était très morcelé avec des supply chains complexes. Et voilà, donc d'où vient l'idée de codifier, de passer du temps chez Tesla pour comprendre ce modèle. Et avant d'entrer dans ce modèle lui-même, je vais avoir une petite partie introductive où je vais revenir sur les enjeux tels que nous on les perçoit chez OPO, à la fois dans le monde et puis en France, et puis sur les opportunités concrètes qui sont associées à cette transformation digitale dans l'industrie, avec, pour terminer, les facteurs clés de succès de la transformation, puisqu'on sait que voir le modèle, c'est une chose, mais se transformer, c'est souvent plus compliqué. Il ne suffit pas de connaître la cible pour y arriver. Donc, bien sûr, la façon avec laquelle on s'y prend est aussi très importante. Alors, les trois gros enjeux que nous, on voit associés au secteur industriel, il y en a un que Catherine a largement détaillé, donc je ne vais pas revenir dessus, c'est évidemment l'exigence environnementale, puisque le client, et notamment les nouvelles générations, sont de plus en plus exigeantes par rapport aux entreprises et aux produits qu'ils achètent. Ils sont de plus en plus dans une logique d'usage plutôt que d'achat. Et puis, bien sûr, on est sur l'ère du post-pétrole est en train d'arriver avec une logique de circularité beaucoup plus importante que de linéarité. Mais il y a bien sûr cette transformation à faire qui n'est pas du tout évidente, puisque ça veut dire changer les chaînes de valeur, changer la culture, changer la façon de développer les produits, donc transformer profondément le modèle. Le deuxième sujet, c'est la volatilité économique qui a été accentuée par le Covid, mais qui existait déjà avant et qui est lié notamment à la montée en puissance de la Chine. C'est-à-dire qu'on est dans un monde qui est en train de redevenir bipolaire, alors que les US, après la chute du mur de Berlin, étaient largement en position dominante. Et on a associé à cette montée de la Chine l'arrivée non seulement des GAFA aux US, mais aussi des BATX en Chine. Et donc, on voit que le monde digital est en train très largement de tirer l'économie. Si je prends un exemple, aux US, par exemple, la plupart de la croissance des emplois, plus de 50% de la croissance des emplois est liée uniquement au secteur digital, qui lui-même représente que 15% de l'économie. Donc, on voit que c'est un secteur qui est important, qui va tirer tout un tas d'autres pans de l'économie. Et donc, la question pour nous en Europe, c'est comment est-ce qu'on fait pour s'armer sur ce sujet-là. Et le troisième sujet, c'est le sujet des tensions sociales qui sont liées un peu aux deux autres. Attendez, est-ce que vous voyez toujours mon écran? Ouais. En fait, on est passé d'un monde où on a beaucoup, malheureusement, délocalisé dans les 30-40 années précédentes en France, en Europe, à un monde en fait où on a une exigence de retour en fait à de la fabrication locale. Notamment pour des raisons de circularité qui ont été évoquées tout à l'heure, mais aussi pour des raisons politiques. C'est-à-dire qu'il y a une acceptation de plus en plus faible du citoyen et qui est aussi un consommateur sur le fait qu'on crée des emplois ailleurs qu'en Europe pour des produits qu'on va consommer. Donc, il y a toutes les tensions qui sont liées aux gilets jaunes et qui sont largement liées à ce phénomène-là, pas qu'à ça, mais la désindustrialisation, en tout cas c'est notre conviction chez OPO, explique une partie des tensions sociales qui ont lieu actuellement. Juste un petit rappel, le secteur industriel, c'est 70% de la R&D en France, c'est 85% des exportations, et c'est un secteur dans lequel il y a 3 fois plus de gains de productivité que dans les autres secteurs de manière générale. Et juste ces chiffres-là pour rappeler que le rêve d'un pays ou d'un continent sans industrie est un rêve qui était un peu hors sol, puisque c'est un secteur qui est absolument fondamental pour l'économie, même s'il ne représente que 10 à 20% du PIB en fonction de comment est-ce qu'on calcule. Alors pour revenir sur des choses un peu plus terre à terre sur la France, en fait, avant Covid, on avait quelques bonnes nouvelles sur le secteur industriel avec ces 4 graphiques. Là, d'abord, en haut à gauche,
l'emploi industriel commençait à se stabiliser, même si on était toujours sur une décroissance. On voit que les dernières années ont commencé à stabiliser l'emploi industriel qui avait très largement décru depuis les années 80. En bas à gauche, on voit que les investissements directs étaient en train de redémarrer. Donc, c'est la courbe bleue, c'est la France. Donc, on voit que depuis 2011, il y avait à nouveau de l'investissement industriel en France qui générait de l'emploi dans des nouveaux sites industriels. Le graphique en haut à droite, c'est la part que représentent les investissements dans le venture capital par rapport au PIB. Et on voit que la France est plutôt bien positionnée en Europe, par exemple mieux positionnée que l'Allemagne, les Pays-Bas ou l'Autriche, un peu moins bien positionnée que les pays nordiques et le Royaume-Uni, mais en fait, en France, on investit assez massivement dans l'industrie et on a des venture capitalistes, donc des investissements qui se flèchent assez largement vers le digital et un peu plus même que dans d'autres pays européens. Et puis par ailleurs, le graphique en bas à droite, c'est celui des exportations, même si notre balance commerciale reste négative. On voit que depuis 2008, c'est la courbe orange, hein, les exportations ont repris, et puis le volume d'exportation qui est en bleu, il est quand même en croissance, même si ce n'est pas suffisant pour équilibrer notre balance commerciale. Donc ça, c'était plutôt des bonnes nouvelles. Alors, qu'est-ce que le Covid a changé sur ça? Nous, ce qu'on voit, c'est que d'abord, la reprise, elle est ni en V, ni en W, ni en U, ni en L, elle est plutôt en K, c'est-à-dire qu'elle est très différente en fonction des secteurs. La plupart des secteurs et qui sont nos clients aujourd'hui industriels sont en train ont une grosse reprise économique, hein, une grosse croissance qui est tirée beaucoup par la Chine et les US, mais en tout cas ont plutôt du mal à suivre parce qu'on a vidé les supply chains et donc on veut reconstituer les stocks. Donc la plupart de nos clients ont du mal à suivre, mais il y a bien sûr aussi des secteurs, et c'est le cas malheureusement de l'aéronautique, qui eux sont sur une tendance structurelle baissière, en tout cas pour quelques années. Et donc c'est très, il n'y a pas une industrie, mais il y a plusieurs situations en fonction du secteur dans lequel on se trouve. Ensuite, les autres éléments, c'est que il y a la crise des matières premières qui touche absolument tout le monde, tous les pans de l'industrie, et qui va entraîner, de notre point de vue, et puis c'est aussi les économistes qui le disent, une partie d'inflation, puisque du coup, la rareté des matières premières génère des hausses de prix qui vont finalement se répercuter sur les prix finaux. Et donc tout ça, ça crée des tensions dans les supply chains. Ça veut dire qu'il faut être encore plus agile qu'avant, puisque la plupart de nos clients à l'heure actuelle, ils utilisent des approvisionnements un peu comme à la criée, hein. C'est-à-dire que c'est difficile de prévoir, et on va plutôt produire ce qui est permis par nos approvisionnements que de faire des plans à très long terme pour se dire qu'est-ce qu'on va produire comme mix et comme type de produit. Dernier élément qui est lié au Covid, c'est que beaucoup d'industriels disent que grâce au Covid, donc il y a quand même des conséquences positives, la transformation digitale s'est accélérée de 3 à 7 ans, c'est-à-dire qu'on a gagné 3 à 7 ans sur ce qu'on aurait fait hors crise Covid. Alors, ayant dit cela, comment est-ce qu'on profite des leviers du digital dans l'industrie? Il y a au moins 3 niveaux de notre point de vue de transformation possible. Le niveau le plus évident, c'est celui du bas et c'est celui auquel on pense en premier, c'est en gros de faire mieux grâce au digital. Donc de faire ce qu'on a fait sur la robotisation pendant tout un tas d'années grâce au digital. Donc, par exemple, en usine, ça veut dire digitaliser le pilotage, améliorer les process grâce à de l'intelligence artificielle, faire du prédictif, accélérer la formation, être beaucoup plus sur une logique de digitalisation des processus administratifs et de robotisation de la logistique. Donc, ça, c'est des choses assez classiques qu'on a l'habitude de faire. Il y a aussi des choses beaucoup plus structurelles, notamment de bout en bout sur l'entreprise, qui vont constituer à casser les silos qu'il va y avoir entre les fonctions pour faire du collaboratif et notamment amener de la continuité digitale, de la traçabilité, et qui vont aussi permettre d'innover en boucle beaucoup plus courte en capitalisant sur l'usage des clients, puisque nos produits vont aussi servir à vendre des services et donc à avoir des modèles d'affaires. Ça, c'est la partie la plus structurante qui potentiellement vont être différents et qui vont permettre de se transformer totalement. Alors, la clé de tout ça, et c'est comme toutes les révolutions industrielles, il va y avoir bien sûr un pendant technologique. Donc, on parle d'intelligence artificielle, de blockchain, de toutes les nouvelles technos hein, qui sont en train d'émerger, qui vont transformer radicalement notre rapport au travail, mais aussi la façon avec laquelle on vend les produits. Il y a les nouvelles aspirations de la société. Donc ça, Catherine en a pas mal parlé, j'en ai parlé un petit peu. Mais pour que tout ça fonctionne, historiquement, il a toujours fallu un modèle d'organisation qui permette de réconcilier les deux et qui permette de s'organiser pour profiter de ces nouvelles aspirations de la société en utilisant les technologies et non pas l'inverse. Donc, au début du XXe siècle, c'est le Fordisme qui a permis de faire ça, notamment grâce au taylorisme et au fait de spécialiser les tâches. Il y a eu le toyotisme dans les années 70 qui a permis de faire du juste à temps, du Jidoka, de standardiser les process et donc d'être très agile et très réactif malgré la complexité des supply chains qui étaient devenues mondiales. Et donc la question, c'est quel est le nouveau modèle qui émerge et qui va permettre donc de profiter des nouvelles technologies. Donc nous, notre thèse chez OPO, et c'est ce qu'on a fait en allant chez Tesla, en y passant un certain temps il y a 2 ans, et puis en interviewant un certain nombre d'industriels aussi en Europe qui sont en avance, c'est qu'un des modèles qui émerge, c'est ce qu'on appelle le modèle Tesla, et qui est qu'on a résumé en 3 cercles concentriques. Le modèle Tesla, en fait, c'est un bon exemple d'hybride
entre un modèle purement digital, donc qui pourrait exister chez les GAFA, et puis un modèle industriel pur, puisque c'est quand même un fabricant de voitures. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce modèle-là qui peut inspirer le reste des industriels? Il y a 3 cercles, comme vous voyez. Le cercle le plus disruptif, c'est le cercle rose, dans lequel il y a 3 dimensions. Une dimension qui est fondamentale, et ça rejoint aussi ce que disait Catherine sur la vision et pourquoi est-ce que l'entreprise existe. Donc chez Tesla, par exemple, la boîte ne se définit pas comme un constructeur automobile, mais comme un acteur de la transition énergétique. Et c'est ça qui va tirer notamment l'attractivité de la boîte, mais qui va aussi motiver toutes les équipes tous les jours dans leur travail quotidien. Et c'est ce que j'ai largement vu quand j'étais là-bas en Californie. Dans ce terme de story making, il y a 2 choses. Il y a l'aspect story, donc qui est important, mais il y a aussi making. Et ça, c'est ce qu'on retrouve beaucoup dans le monde du digital, c'est que le patron, les dirigeants, ne sont pas seulement des gens qui prennent des décisions, mais vont être aussi beaucoup dans le fait de faire. Et quand on prend des gens comme Elon Musk ou le management en général chez Tesla, ce qui est marquant, c'est qu'en fait, ils vont beaucoup s'impliquer au quotidien dans les process, dans le développement produit, dans la fabrication, dans la vente, etc. Et ils vont être vraiment des acteurs très concrets. Ils vont bien comprendre les process pour y contribuer. Donc, c'est un changement des modes de management aussi. La deuxième dimension de ce cercle rose, c'est ce qu'on appelait la traction tentaculaire. Là, c'est le fait de se dire qu'on va profiter des plateformes et qu'on va penser son produit pour derrière penser en mode plateforme et profiter un maximum de la connexion et de ce que peut apporter le mode réseau dans le fait de penser son modèle d'affaires. Donc, 2 exemples chez Tesla de ça. Par exemple, la voiture elle-même est pensée pour être connectée parce qu'à terme, l'idée, c'est de faire un réseau de voitures qui potentiellement sont autonomes et donc de pouvoir ajouter ce qu'on appelle de la surtraitance, c'est-à-dire des services au-dessus de la voiture. Donc, ça peut être par exemple de l'autopartage. On peut imaginer qu'à terme, il y aura des robotaxis qui pourront du coup être utilisés par les utilisateurs, par d'autres utilisateurs que ceux qui possèdent la voiture quand la voiture est censée être arrêtée. Et donc, si on revient sur la vision, c'est de se dire qu'il y a peut-être besoin de moins de voitures parce que du coup, les voitures sont beaucoup plus utilisées. Aujourd'hui, une voiture est utilisée 2% de son temps. Et donc, voilà, le fait de penser la voiture comme étant potentiellement derrière un réseau et pas seulement un produit unique, c'est aussi une façon de penser circulaire parce que c'est une façon de se dire j'ai besoin de moins de voitures et donc j'ai un usage beaucoup plus intéressant de la voiture à terme. L'autre exemple de ça, c'est le réseau de superchargeurs. Donc, c'est de se dire je ne suis pas seulement là pour créer la voiture et puis du coup derrière la vendre, mais je suis aussi là pour penser au global et notamment la consommation d'énergie. Donc, je vais aussi installer un réseau électrique avec des superchargeurs un peu partout dans le monde qui vont permettre d'alimenter cette voiture avec une énergie qui est, je vais dire, plus ou moins verte, qui à terme pourrait être verte, mais évidemment, il y a débat sur comment est-ce qu'est produit l'électricité. Et en fonction de comment est produit l'électricité, c'est plus ou moins vert, mais en tout cas, c'est une façon de sortir de l'économie carbonée liée au pétrole. Dernier élément très disruptif, c'est la partie intégration. On a plutôt passé 20 à 30 ans à avoir des chaînes de valeur qui se sont désintégrées avec notamment le phénomène de délocalisation et avec des sous-traitances très complexes. C'est vrai dans l'aéro, c'est vrai dans l'auto, c'est vrai dans plein de chaînes de valeur. Le modèle Tesla est en rupture par rapport à ça parce que c'est plutôt un retour à l'intégration. Pourquoi? Pour être beaucoup plus agile. Quand on est intégré, on va plus vite, on maîtrise ces technologies. Ça permet du coup de sortir des produits beaucoup plus vite. Et c'est ce que fait Elon Musk, non seulement chez Tesla, mais aussi chez SpaceX, où il va gagner un temps de développement fondamental lié au fait qu'il maîtrise beaucoup plus le cœur de son produit de bout en bout. Les 2 autres cercles, je ne vais pas trop m'apesantir dessus parce qu'on y reviendra tout à l'heure. Il y a le cercle bleu qui est en fait comment est-ce que j'utilise le digital pour être plus compétitif dans mon usine et dans ma supply chain. Donc, c'est ce qu'on a appelé l'hyper-manufacturing. Et puis, il y a le centre du cercle qui est aussi important, c'est un changement d'état d'esprit. C'est de se dire comment est-ce que j'accepte de prendre beaucoup plus de risques au quotidien parce que ma valeur principale, c'est d'apprendre. Je sais que le monde change en permanence et donc je sais qu'il faut que je me remette en cause en permanence. Et ça veut dire aussi que j'accepte de prendre des risques et pas forcément de faire bon du premier coup, mais plutôt de tenter, de pouvoir rebondir et pour pouvoir du coup innover beaucoup plus vite que les autres. Alors, ce phénomène-là, Tesla, ce n'est pas un phénomène qui est lié que à l'entreprise Tesla. On le voit dans plusieurs endroits de la planète, notamment en Chine, aussi à Shenzhen, où il y a tout un écosystème de boîtes qui sont en train de migrer vers ce modèle. Donc, c'est vrai dans la Silicon Valley, et c'est vrai un peu partout, et c'est vrai aussi en France et en Europe. Et d'ailleurs, quand on a fait cette étude sur le modèle Tesla, on a trouvé des champions locaux en France et en Europe. Il y en a certains dans l'aéro d'ailleurs, qui sont capables justement de penser différemment leur modèle d'affaires, qui sont capables d'utiliser le digital pour créer beaucoup plus de compétitivité en interne et penser en fait leur chaîne de valeur de bout en bout pour réfléchir à ce qu'ils vont apporter au client final de manière très différente. Je vais passer maintenant à la méthode de mise en place, parce que la difficulté principale, et c'est ce qu'on voit en travaillant avec nos clients au quotidien, elle n'est pas seulement sur le fait de penser le système, mais aussi sur la façon de se transformer. Et en fait, on voit 4 écueils principaux sur cette façon de mettre en place. Le premier, c'est ce qu'on a appelé l'enfer d'époque. C'est de se dire qu'on va innover par petites touches un peu partout, mais on ne va pas réussir à passer à l'échelle parce que ce qui va générer de l'énergie des équipes de terrain, ça ne va pas pouvoir passer à l'échelle parce qu'on n'a pas suffisamment pensé dès le début comment passer à l'échelle. Deuxième écueil, c'est de
sous-investir sur l'homme. Finalement, tout ça, c'est lié aussi à ce que disait Catherine sur les compétences. En fait, ça ne fonctionne que si on va investir aussi massivement sur la transformation des compétences et notamment s'équiper sur des compétences qui existent plutôt aujourd'hui dans la sphère digitale que dans la sphère industrielle. Donc, comment est-ce qu'on attire ces talents avec une vision inspirante et comment est-ce qu'on les développe aussi en interne. Le troisième écueil, c'est l'écueil inverse du 1. C'est des directions générales qui pensent avoir compris ce que peut apporter le digital, qui font des plans très élaborés et à long terme, mais qui n'impliquent pas assez le terrain. Et donc, il y a des beaux plans de transformation digitale théorique qui ne débouchent jamais sur de la création de valeur parce qu'en fait, on n'implique pas en boucle très courte le terrain pour voir concrètement ce que ça peut vouloir dire sur le terrain. Et le dernier, c'est des blocages liés à l'héritage IT, c'est-à-dire que le monde industriel a eu raison un peu trop tôt par rapport au reste du monde. C'est-à-dire que les gros systèmes qu'on appelle legacy, comme les ERP, etc., ont été mis en place dans la plupart des boîtes industrielles assez tôt. Mais du coup, la plupart des boîtes industrielles sont aussi empêtrées dans cette structure-là d'organisation et d'architecture IT, dont il est difficile de sortir et qu'il faut apprendre à détricoter. Alors, en gros, pour faire simple, ce qu'on voit, nous, c'est que le mouvement qu'il faut faire, c'est un peu le même mouvement qu'il y a eu dans la qualité dans les années 80. Au début, quand la qualité est arrivée dans les usines, c'était plutôt une affaire d'experts où il y avait l'expert ISO qui, une fois par an, était chargé de mettre à jour la documentation pour s'assurer qu'on passait l'audit, mais ce n'était pas tellement l'affaire des opérationnels. Et puis maintenant, évidemment, dans chaque système industriel, chaque manager de terrain a dans ses objectifs de produire en temps, en heure, mais aussi en qualité, et ça fait partie complètement de son ADN. C'est exactement le même mouvement qui est en train de s'opérer sur la donnée. L'idée de la donnée, c'est de se dire aujourd'hui, c'est un peu une boîte noire. Et c'est un peu souvent les services IT qui sont responsables de cette donnée et qui vont du coup être potentiellement les fournisseurs de données quand les opérationnels en ont besoin. Nous, ce qu'on pense, c'est que dans 5 à 10 ans, il sera absolument fondamental que les opérationnels de terrain aient accès à leurs données et la maîtrise de leurs données et soient capables eux-mêmes de créer les applicatifs ou d'acheter des applicatifs qui vont bien pour contribuer à la compétitivité de l'entreprise. Et ce virage-là, il existe déjà dans certaines boîtes qui sont très en avance et il est en train d'arriver un petit peu partout. Alors, je termine par une dernière page sur les façons de se transformer parce qu'il y a pas mal de façons de prendre le problème. C'est loin d'être simple et en général, il faut faire du sur-mesure. En fait, vous voyez deux axes sur cette matrice qui sont est-ce qu'on commence par quelque chose de plutôt tactique ou de stratégique ou est-ce qu'on va plutôt privilégier l'appropriation, c'est-à-dire faire comprendre ce que peut apporter le digital ou vraiment avoir quelque chose de transformant. Et en fonction de où est-ce qu'on se positionne sur le cadran, en fonction de la culture et d'où est-ce qu'on en est, on ne va pas forcément utiliser les mêmes leviers. Et donc voilà, donc les 4 modes qu'on a mis là, c'est 4 modes de transformation qu'on va accompagner chez OPO, chez nos clients et qui vont dépendre un petit peu de où est-ce qu'on se positionne. Tout à l'heure, on aura l'occasion de revenir sur un de ces modes qui est la bascule digitale, qui est, comme vous le voyez, plutôt en bas à gauche, donc plutôt tactique et sur de l'appropriation. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va être transformant comme type de projet, mais c'est un type de projet assez rapide qui permet de montrer qu'on va changer de façon de faire. Très vite, on va pouvoir créer de l'usage sur des nouveaux applicatifs et on va radicalement, en quelques semaines, transformer un pan ou deux du système pour montrer que c'est possible d'aller vite vers une approche différente. C'est plutôt quelque chose qui, en général, est applicable dans les PME que dans les grands groupes. Et voilà, c'est une façon de transformer. Les 3 autres parties du cadran, je n'aurai pas le temps de les détailler parce que je vois que j'arrive à la fin du temps là, mais c'est des choses qui sont un peu plus transformantes, qui vont consister à se poser des questions sur l'architecture du système, sur les systèmes ERP ou versus aller vers des choses plus agiles et aussi travailler sur le système managérial, les compétences, qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place en termes d'organisation au-delà des applicatifs eux-mêmes pour créer de la valeur à la fois sur le terrain et puis vis-à-vis du client. Voilà, j'en ai fini avec cette première partie. J'espère que je n'ai pas été trop long, Philippe. J'ai essayé de tenir dans les 15 minutes et je suis bien sûr ravi de répondre à toutes vos questions à la fin. Merci beaucoup, Michael. C'était une très, très belle transition avec la présentation de Catherine. Et maintenant, nous allons continuer cette partie, disons un petit peu, cette première partie acculturation avec l'intervention de Marc Bagur qui va plutôt nous parler un petit peu de… Super. Et bonjour Aerospace Valley, bonjour les Digital Days. On m'a donné 15 minutes pour répondre à la question qui drive notre transformation digitale. Alors, vous avez déjà entendu Catherine et Michael. Je vais m'appuyer aussi sur certains de leurs propos et je vais essayer, désolé, je vous préviens à l'avance, de vous mettre un deuxième coup de poing. Vous avez pris un premier coup de poing avec le Covid et je vais essayer de vous injecter finalement une forme d'adrénaline peut-être pour réveiller quelque chose chez vous qui permettrait de prendre les décisions qui vous manquent par rapport à la situation actuelle. Je suis Marc Bagur, je suis responsable du développement au sein du CATI, c'est le Centre néo-aquitain des technologies de l'information et de l'électronique.
Alors, quelle est la situation actuelle? Que s'est-il passé? Eh bien, nous avons tous fait face à une pandémie mondiale. Nous sommes en train d'en sortir. Et avant que, finalement, au début de cette pandémie, on se posait la question encore de, finalement, qui pilote, qui dirige la transformation digitale au sein de nos organisations, au sein de nos entreprises. On aurait pu penser au PDG, au CEO, on aurait pu penser au CTO. Et finalement, est-ce que c'est uniquement les entreprises qui se transforment ou est-ce que c'est toute la société qui est en train de connaître un vaste bouleversement? Est-ce que ce Covid, quelque part, est-ce qu'il n'a pas appuyé sur une grande pédale d'accélération? Et si oui, quelle est-elle et quel est son effet? Est-ce qu'elle a redistribué des cartes finalement entre des gagnants et des perdants du Covid? Est-ce que l'économie a été transformée? Est-ce que la technologie a été transformée? Ou est-ce que ce n'est pas plutôt notre société qui vient de changer? Quand on regarde les choses un peu plus près, je vais aller très vite parce qu'il y a déjà beaucoup de chiffres qui vous ont été donnés, on voit qu'il y a un impact considérable sur l'économie mondiale. Mais cet impact, il va sans doute avoir un effet de bascule, une ligne en K, comme a dit Michael, et il va y avoir sans doute aussi un effet catapulte, c'est-à-dire que là, on est sans doute en train de s'installer confortablement sur une catapulte. On voit déjà, quand on regarde du côté d'Amazon, pour le premier trimestre de cette année 2021, les profits ont été triplés. Alors, en grande partie, grâce aux services proposés par le cloud. Et quand on regarde côté Facebook, c'est pareil, il y a une explosion du chiffre d'affaires. On est quasiment à 825 $ de revenus par utilisateur. Donc c'est absolument considérable. On voit aussi que Facebook investit dans sa R&D et en particulier dans la branche réalité augmentée, réalité virtuelle considérablement, avec plus de 10 000 personnes, collaborateurs et ingénieurs qui travaillent sur ces sujets. Donc tout à l'heure, Catherine nous disait que Internet était devenu mobile, qu'on passait beaucoup de temps devant les écrans. Aujourd'hui, on voit ce qu'on nous prépare. C'est ça, vous voyez sans doute des dispositifs d'affichage d'un nouveau type qui vont encore considérablement augmenter les usages digitaux. Alors, quelle analyse est-ce qu'on peut tirer de cette situation? Tout d'abord, on voit qu'il y a un nouveau monde qui va s'ouvrir à nous vraiment de façon immédiate. On est vraiment aux prémices. Mais avant de dévoiler tout ça, j'aimerais quand même prendre le temps de revenir sur ce qui s'est passé ces derniers mois, ces dernières années. Avant le Covid, eh bien, je me trouvais en Allemagne, en fait. J'étais au Hannover Messe en 2019. J'ai eu la chance d'accompagner donc des entreprises françaises, des ETI françaises, des PME. Et pour le Hub Institute et la BPI, j'ai conduit donc une analyse des tendances de l'industrie allemande et comment est-ce que cette Industrie 4.0 allait impacter finalement le tissu industriel français. On a vu qu'il y avait beaucoup de choses à faire. On a vu que finalement aussi on discutait de thèmes qui étaient assez récurrents en fait. On se posait tous la question de savoir que faut-il faire dans la collecte des données, dans la guerre des données, comment réussir à générer de la valeur, comment collecter la data et comment créer des modèles de valeur et de services autour de ça. Sur la virtualisation, comment digitaliser finalement ma formation, comment digitaliser mon aide à l'intervention. Est-ce que je dois au contraire investir plutôt sur de l'aide à la décision, etc. Et puis il y avait aussi un sujet que j'appelle le Human Lean, qui finalement c'est comment lier le bien-être et le bien produire, c'est-à-dire à la fois ne pas avoir de compromis sur la qualité des produits et des services et en même temps remotiver les collaborateurs, les impliquer davantage et faire en sorte que le travail devienne quelque chose où le bien-être peut avoir sa place. Quatrième question aussi qu'on se posait beaucoup, comment réagir face aux plateformes? C'est pour ça que j'ai choisi cette image de David contre Goliath, cette statue, cette célèbre statue, et on a un petit peu ce sentiment-là, surtout chez les PME. On se dit, bon sang, toutes les plateformes sont en train de bouger, je vais à quelle sauce est-ce que je vais me faire manger? Et puis la cinquième question qu'on avait finalement, c'est cette passion qui nous conduit tous dans le monde industriel, et on s'est dit, bon, ça nous a amené ici, on est rentré dans l'industrie, on a les métiers qu'on a, mais comment engager les jeunes, comment les impliquer, comment recruter les nouveaux métiers? Et à chaque fois, c'était des questions et des difficultés qu'on avait. Et puis, on se retrouvait aussi autour de la machine à café. Et de la machine à café, ce qu'on pouvait entendre à l'époque, c'était comment ça, des GAFA vont rentrer dans les usines. Michael nous parlait aussi des BATX, le déploiement du MES, où est-ce qu'on en est? Est-ce que ça avance? L'intelligence artificielle, est-ce qu'il y a vraiment un ROI? Est-ce que tu as vu les dernières IoT? Ils font aussi de l'outdoor. Est-ce qu'on est prêt pour les standards de la 5G et de l'OPCUA? Et puis, finalement, ce qui émergeait, c'était le sentiment qu'il y avait une véritable transformation du métier même de l'industriel qui passait finalement d'un métier où on achetait les machines
où on réparait des machines, à un métier finalement où on allait devoir acheter des technologies, acheter des services, des solutions, acheter des logiciels et apprendre aussi à vivre et à travailler avec. Et cette transformation, finalement, elle sous-entend quelque chose de véritablement fondamental pour les organisations, ça a été appuyé par Michael, c'est l'idée de devenir une entreprise technologique. On n'a plus le choix, on ne peut plus rester centré sur le produit, on doit devenir maintenant centré sur le client. On l'a vu avec Tesla, là, avec ses investissements massifs, on voit la conséquence que ça amène. C'est une réponse très forte de la part de Volkswagen aussi en Europe, et puis tous les géants qui vont justement s'associer à cette dynamique pour répondre justement à cette transformation et à l'implication de plus en plus essentielle de la technologie. Alors, c'est aussi quelque chose qui s'appuie sur une véritable invasion, saturation des objets connectés. En seulement 15 ans, de 2015 à 2030, on va passer de 15 milliards d'objets connectés à 80 milliards d'objets connectés. Donc évidemment, il va y avoir beaucoup plus d'informations. On va parler d'intelligence ambiante, on va parler d'informatique ubiquitaire. C'est des choses comme ça qui vont arriver et qui vont se produire tout autour de nous. Alors à l'époque, figurez-vous que nous, bons Français que nous étions plutôt en train de passer la tondeuse comme ça dans le jardin, en attendant que la tempête arrive. C'était un petit peu cette idée de notre feuille de route avant que le Covid arrive. Et puis le Covid est arrivé, patatras. Alors évidemment, au début du match, on était plutôt confiant. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même se rappeler que l'industrie européenne 4.0, elle est évaluée 24 milliards de dollars, alors qu'aux US, ils sont à 20 milliards. Donc souvent, on a cette impression d'être toujours un petit peu largué, d'être toujours un peu à la traîne. Mais c'est peut-être aussi qu'on a des problèmes à jouer collectif, qu'on a peut-être des problèmes aussi à s'organiser. Et au final, quand on se compte tous, on voit qu'on a quand même des moyens et des capacités. Donc, on était confiant, on était peut-être un petit peu même insouciant. Au final, on s'est lancé dans la mêlée. Alors, cette mêlée, quelle est-elle? Eh bien, finalement, moi, l'image que j'aime utiliser, c'est celle du rugby. Alors déjà, parce que je suis du Sud-Ouest, mais aussi cette idée que pour capturer le drapeau 4.0, il va falloir s'engager, il va falloir rentrer dans un corps à corps. Mais ce n'est pas un jeu de rugby classique. Cette fois-ci, sur le terrain, il y a 3 équipes. Il y a 3 équipes qui vont se disputer la possession du ballon ovale. Ce ballon ovale, il va représenter le leadership industriel 4.0. Donc évidemment, on pense à l'OT. Évidemment, tous les spécialistes des machines, des PLC, etc. J'ai envie de dire le métier un peu traditionnel, brick and mortar, etc. Et puis il y a une deuxième équipe qui arrive, c'est l'équipe de l'IT. C'est un petit peu les barbares, entre guillemets, c'est les geeks, c'est les nerds, ceux qui viennent avec du cloud, ceux qui viennent avec de l'intelligence artificielle, ceux qui viennent avec de l'IoT. Et puis, les entreprises se disent, bon sang, comment est-ce que je vais faire face à cette nouvelle équipe? Alors, j'essaie de trouver des parades, j'essaie de me mettre un petit peu au digital. Et en fait, pendant qu'on est en train de faire ça, on ne voit pas la 3e équipe qui arrive, qui est celle des telcos. Et les telcos, les télécommunications, les télécoms, ils vont arriver avec des sujets sur la 5G. On voit Bosch, par exemple, qui transforme plus de 250 de ses usines avec de la 5G. On déploie de la 5G pour remplacer le Wi-Fi. Et ça change beaucoup de choses, évidemment, dans les protocoles, dans les échanges de communication entre les machines. Et puis les satellites aussi avec Starlink, ce réseau justement de satellites qui va aussi amener beaucoup de choses, etc., etc. Donc à la fin, il y a celui qui a les machines, celui qui produit la data, celui qui va exploiter, traiter la data, et puis peut-être celui qui va les faire passer par ces tuyaux. Et c'est ça aussi qu'il ne faut pas oublier. Donc c'est une véritable bagarre générale. Et j'ai envie de dire, quelque part, pour utiliser un petit peu cette fresque du Seigneur des Anneaux, finalement, on a l'impression que le jumeau numérique, là-dedans, le digital twin, il va être là un petit peu pour les gouverner tous. Donc, on voit un jeu d'alliance et de plateformes s'opérer. C'est quelque chose qui était vraiment flagrant en Allemagne ou à Hannover-Messe à l'époque et qui s'est renforcé encore. Alors, le plan de bataille technologique, j'ai envie de dire, quel est-il? Puisqu'on vit une véritable guerre technologique tous azimuts. Alors évidemment, on pense au JO numérique dans l'aéronautique avec le PLM, mais dans le bâtiment, on retrouve la même chose avec le BIM. Dans la défense, évidemment, ça va de soi. Et puis aussi, dans notre quotidien, nous, en tant que particuliers, on va aussi être engagés, on va aussi être impliqués dans cette transformation avec ce qu'on appelle l'AR Cloud. C'est une couche en fait d'informations en réalité augmentée qui va se superposer comme se superpose Google Maps ou Waze à toutes nos activités du quotidien. Et cette chaîne de valeur de la data, elle va aussi changer beaucoup de choses pour les entreprises. Alors, on le voit en fait, il y a une algorithmisation de la production dans toutes les usines. On est passé de la business intelligence qui nous permet de savoir finalement que se passe-t-il autour de moi au moment présent à la data science qui va me permettre de prédire quelque part l'avenir et ce qui va se passer demain. Et donc tout ça entraîne de nouveaux services
structurer les métiers et qui vont organiser des outils et des process et qui vont amener l'idée de finalement la visualisation 3D, finalement la capacité à avoir un historique d'activité, à avoir une vue de projection et puis à comparer des scénarios énergétiques, des stratégies économiques et pour valider des modèles industriels. Et donc ça, c'était avant le Covid. Et donc là, le Covid est arrivé et patatras, qu'est-ce qui s'est passé? On a décollé. On a décollé au niveau du digital. On le voit avec cette courbe là que je vous mets sur le e-commerce. Alors, je ne vous ai pas mis beaucoup de chiffres parce qu'on en a déjà eu avant, mais en seulement 2 mois, le e-commerce américain a eu une croissance équivalente à celle qu'il a eue en 10 ans. Voilà, je pense que c'est suffisamment éloquent. Alors, on peut se trouver un petit peu tétanisé, se trouver secoué face à ce bouleversement, on voit à certains effondrements, mais je pense que ce choc en fait qu'on vit est un choc de responsabilité, de responsabilité morale, où on voit finalement des certitudes et des modèles qui s'effondrent. Tout à l'heure, Michael nous parlait du modèle Tesla. Et bien finalement, si le modèle Tesla apparaît, c'est sans doute qu'il en remplace d'autres. Et c'est des choses qui peuvent ébranler des organisations, ébranler des structures et fragiliser des visions. Mais j'ai envie de dire, l'apocalypse là n'est qu'un manque d'imagination. Il faut faire face à nos responsabilités. De quelles responsabilités est-ce que je parle? Alors ça a déjà été évoqué par Catherine et Michael, mais je vais aller très vite dessus. Et elles sont quand même importantes, elles sont au nombre de 3. La première, c'est la crise climatique, évidemment. C'est peut-être la plus importante. Elle a des conséquences très, très graves, dont Catherine a parlé, l'extinction du vivant, etc. La seconde, c'est la crise des algorithmes. On en parle de plus en plus, mais la conséquence que ça a de faire face à des systèmes qui sont toujours des boîtes noires, c'est qu'on perd la capacité à gouverner, on perd la confiance dans la gouvernance, et ça implique aussi beaucoup de crises, en particulier les crises de confiance. Et puis, la crise de la consommation, elle est quand même globale. On voit de plus en plus nos jeunes ingénieurs ou nos jeunes collaborateurs qui ont du mal à s'engager dans des projets industriels avec lesquels ils n'arrivent pas à accrocher du sens, à accrocher de la signification. Et donc, il faut être sensible à tout ça. Mais peut-être que la crise de toutes les crises, c'est celle dont je vous ai parlé, c'est la crise de la confiance. Si on ne se fait plus confiance, on ne sait plus travailler ensemble, on ne sait plus avoir la confiance des marchés, la confiance des utilisateurs, la confiance des clients, la confiance des prestataires, etc. Et finalement, cette 4e révolution industrielle, j'ai bien entendu Catherine qui nous a dit que la révolution industrielle avait toujours provoqué beaucoup plus de pollution, d'émissions de CO2, de carbone qu'elle n'était capable d'en absorber. Et je pense que maintenant est venue l'heure peut-être d'un changement sociétal, organisationnel, porté par les technologies, capable de répondre à ces sujets, de l'intelligence artificielle, du climat, du modèle productif. Et surtout, dont la mission doit être de fabriquer de la confiance. Ça, c'était pendant la crise Covid. Maintenant, on est après, entre guillemets, en train de sortir du Covid. Qu'est-ce qu'on est en train de voir? J'ai envie de vous rappeler d'abord une chose qu'on a tendance à oublier, surtout en France, c'est un petit peu compliqué à chaque fois d'aborder ce sujet, mais quand on regarde de près la robotisation, quand on regarde de près, par exemple, sur cette étude-là, une étude espagnole qui porte sur 1900 usines entre 1990 et 2016, on voit que les entreprises qui ont investi dans la robotisation entre 1990 et 1996, ont créé des emplois sur la période 1998-2016, plus de 50% par rapport à celles qui n'avaient pas robotisé, qui, elles, au contraire, ont perdu de l'emploi. Donc, on voit qu'il y a des pistes sérieuses, on voit qu'il y a des cercles vertueux possible. On peut émettre un postulat vertueux de se dire que l'automatisation ne va pas systématiquement détruire de l'emploi, qu'elle peut entraîner de la formation, qu'elle peut entraîner de la création de richesses, etc. Mais pour faire ça, il faut être capable justement d'améliorer la collaboration entre les humains et les machines. Et c'est pour ça qu'on a ouvert aussi depuis quelques années maintenant ce vaste sujet qu'on appelle le man-machine teaming, qui va en fait sans doute être un métier de plus en plus important de savoir comment justement, quelle place garder à l'humain aux côtés des machines, comment valoriser, parce que c'est ce binomage-là qui va faire qu'on va être capable de développer de nouvelles richesses, de nouvelles valeurs. Et alors quand on regarde maintenant ce qui se passe de plus près dans le secteur industriel, on voit que les GAFAMI, le NATU, le BATX, donc ces grandes entreprises
américaines et asiatiques, elles se comportent un petit peu comme des ogres et que nous, on serait peut-être un petit peu le petit chaperon rouge. Et on voit que l'IT, je vous le disais tout à l'heure déjà avec l'équipe du rugby, l'IT est en train de manger l'OT. Et quand on regarde les voitures, quand on regarde le monde automobile, on a l'impression qu'on a des verticales comme ça de valeurs qui sont découpées en tranches où en fait chaque GAFA va aller manger un morceau du gâteau et ne va nous laisser que des miettes. Donc ça, c'est important d'avoir ça à l'esprit. Pourquoi? Parce qu'en fait, il s'approche de plus en plus près de gisements, de valeurs beaucoup plus forts. On voit par exemple sur les microcontrôleurs, très dernièrement, Google et Facebook ont rejoint un OS temps réel, Zephyr, etc. Pour les électroniciens, ça doit leur parler. Voilà, donc on voit que ces acteurs-là veulent aller vers le hardware de plus en plus près. Et pourquoi ils veulent aller vers le hardware? Parce qu'il y a aussi une course mondiale très très forte, vous en avez entendu parler, sur les semi-conducteurs. Alors les semi-conducteurs, malheureusement, ces dernières années, l'Europe en est sortie, en tout cas sur des niveaux de précision vraiment très proches. Voilà, l'objectif, c'est d'essayer de descendre à 0,3, voire moins, parce qu'il y a des enjeux considérables derrière en termes de capacité stratégique. Et on voit qu'il y a un coût très élevé. C'est-à-dire que pour dessiner une nouvelle puce, il faut compter $1 milliard. Pour construire une nouvelle usine, il faut compter 10 milliards. Et tous les 3 à 5 ans, vous allez devoir remettre 10 milliards sur la table pour maintenir votre usine. Donc, c'est compliqué pour nous de rester dans cette course-là, mais on n'a pas dit notre dernier mot, puisqu'il y a une réaction quand même sur d'autres aspects, c'est-à-dire que sur la réglementation générale pour la protection des données, eh bien, on est présent, c'est-à-dire qu'on essaye de penser que finalement, il y a quelque chose à faire sur les données personnelles, qu'elles ne doivent pas être exploitées n'importe comment et qu'on voit qu'on peut réguler, on peut organiser peut-être les marchés et les pratiques et ça peut devenir aussi un critère différenciant de qualité vis-à-vis des clients. On voit que sur la question de l'éthique, on essaie de se positionner aussi avec une intelligence artificielle qui ne soit pas utilisée uniquement pour contrôler ce que font les gens, mais aussi pour permettre justement de meilleurs services, un meilleur quotidien. Et on voit aussi qu'on se positionne peut-être pas sur les petites puces ou les semi-conducteurs vraiment minuscules, mais qu'on essaye d'aller sur des puces un peu plus conséquentes, un peu plus grosses, capables d'embarquer des puissances de calcul beaucoup plus fortes. Et là, c'est le sujet de l'intelligence artificielle embarquée qui s'ouvre pour la France et pour l'Europe et sur lequel on a des choses à dire et où on reste encore un compétiteur sérieux. Alors, le problème, c'est qu'on a failli vous couper aussi une scène au montage. Cette scène au montage, c'est celle qui est un petit peu gore, entre guillemets, qui est interdite aux moins de 18 ans. C'est finalement la guerre des plateformes qui est en train de se produire dans les usines en ce moment. Parce qu'il y a des verticales de valeur aussi, comme dans la voiture que je vous ai montré juste avant, avec l'automation, le cloud, l'IoT, l'intelligence artificielle, les télécommunications, etc. Et à chaque fois, les grands acteurs essayent d'arriver, essayent de structurer et essayent de tout prendre parce que, comme on dit, winner takes all. Et donc, c'est ça là-dessus qu'il faut être vigilant, c'est là-dessus qu'il faut faire attention. Et donc, ce qu'on observe dans l'effet post-Covid aussi qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est qu'il y a un véritable renforcement du désilotage. Ça a été dit, mais globalement, il y a une forme de parallèle qui s'opère entre l'évolution des réseaux et des systèmes d'information et puis la structuration de nos réseaux industriels, où on passe de réseaux de sous-traitants, de consortiums industriels, sans doute à des réseaux davantage résilients, avec justement des capacités de production distribuées. Bref, on voit émerger une nouvelle génération de sous-traitants, peut-être davantage tournée vers la collaboration que vers la domination. Conclusion de tout ça, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a une conclusion possible? Il y a sans doute peut-être plusieurs pistes que j'ai envie d'ouvrir avec vous pour terminer cette présentation. Le premier point que j'ai envie de rappeler à votre attention, c'est qu'il y a quand même une menace fantôme. Il faut être vigilant sur quelque chose parce qu'il y a des nouvelles technologies qui vont arriver et surtout qui vont inonder le marché de façon sans doute imprévue. En tout cas, on n'y prête pas suffisamment attention. Demain, dans toutes les entreprises, il n'est pas impossible qu'il y ait des téléphones équipés de lidar. Alors, qu'est-ce que c'est le lidar? C'est un capteur qui va être embarqué donc, sur les téléphones portables qui existent déjà dans l'industrie, sur des AGV, sur des véhicules autonomes, etc. et qui va être capable de remonter des nuages de points d'informations en 3D et ça va permettre de faire des scans et on va générer beaucoup de valeur avec ça. On va être capable sans doute aussi de créer des frameworks pour des jumeaux numériques, etc. Et ça peut vraiment changer la donne parce qu'on l'a vu aussi dans l'industrie quand les collègues ont commencé à arriver avec des iPhones dans la poche ou des smartphones dans la poche il y a 10 ou 15 ans, ça a considérablement changé la vision des services et des produits et on a enclenché énormément
de budget justement pour améliorer, pour moderniser tout ça. Et donc, quand le LIDAR arrivera, ça va aussi considérablement augmenter ce type d'usage, sans doute lié à la réalité augmentée, lié au jumeau numérique, etc. Il y a aussi un modèle caché, je veux dire, qui peut-être maintenant est davantage révélé, c'est l'idée que derrière le modèle industriel, il y a un modèle sociétal. Selon l'endroit où vous allez sur Terre, eh bien, on ne va pas forcément parler de la même chose de la même manière. On va parler peut-être davantage de Smart Factory aux États-Unis, d'usines du futur en France, d'industrie 4.0 en Allemagne ou de Society 5.0 au Japon. L'idée que vous devez retenir, c'est que ce monde a changé. Il a définitivement changé. Il faut que vous trouviez votre modèle et il faut que vous mettiez à jour vos modèles. Pourquoi? Parce que c'est essentiel pour votre survie. La véritable transformation, elle est industrielle, mais elle est aussi sociétale. Et en fait, nous, en tant qu'industriels, on doit aussi l'accompagner. On le voit avec les crypto-monnaies qui font la guerre aux monnaies fiat, on le voit avec les plateformes open source. Tout ça nous bouscule et nous amène finalement à une nouvelle forme de société, peut-être davantage distribuée. Enfin, il y a aussi le choix des valeurs que vous devez faire. Vous devez clairement vous positionner. Est-ce que vous privilégiez davantage la confiance ou davantage le contrôle? Ce n'est pas qu'une posture philosophique. Il y a de vrais enjeux derrière sociétaux et c'est la façon, le choix que vous allez faire, ça va déterminer la façon dont vous allez utiliser l'automatisation, la robotisation, la place de l'intelligence artificielle que vous allez avoir dans votre entreprise. Enfin, en conclusion de tout ça, soyez impactant. Il faut absolument garder une capacité à transformer les choses et c'est ça qui fera que les organisations, vos organisations seront encore là demain. Je vous remercie de m'avoir écouté. Écoute, merci Marc pour cette présentation. Merci Catherine, merci Michael, car tous les trois, vous venez de boucler la première partie de notre atelier qui était axé sur le temps de réflexion. Vous nous avez allumé des petites lumières, vous nous avez éveillé les sens qui donnent envie d'aller plus loin. Et maintenant, nous allons rentrer dans la deuxième partie qui va être plutôt terrain centré avec l'ouverture avec Daniel. Bonjour donc à toutes et à tous et merci donc aux premières personnes qui se sont exprimées. Alors moi je vais vous ramener un petit peu sur terre en fait, vraiment sur du concret, parce que les entreprises effectivement aujourd'hui on a parlé de digital, de cloud, etc. Et puis dans l'entreprise, sur le terrain il y a des humains et c'est des humains qui sont derrière des machines, des humains qui font avancer les pièces, des humains qui dessinent, des humains qui contrôlent des plans, etc., qui remplissent des dossiers. Daniel, on ne voit pas ta présentation. Ah, voilà. Donc, pour me présenter, donc, je suis Daniel Touéry, un des 3 associés de l'entreprise TopTech, qui compte aujourd'hui 33 experts salariés qui interviennent en France d'une manière générale. Notre approche, elle est extrêmement pratique. Effectivement, peu de théorie, il en faut, et je crois que là, on vient d'en parler beaucoup jusqu'à maintenant. Et moi, je vais vous parler vraiment du côté très opérationnel de la vraie vie de tous les jours dans l'entreprise. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien si 40% de nos clients sont des grands comptes. Alors, clients qui parlent effectivement de big data, de digital, etc., de réalité augmentée, mais qui en fait voient également qu'il y a vraiment ce besoin, on va dire, de terrain et de transformation auprès des équipes. Alors, selon TopTech, la performance, elle va reposer sur 4 piliers: l'amélioration des processus, la maîtrise du système de gestion, et puis tout le pilotage, et puis, comme je l'ai déjà dit, sur la partie humaine. Alors, bien évidemment, le digital peut prendre part sur ces 4 axes, hein, le numérique, etc., sur les processus, tout ce qui est planification, pilotage. On va voir où est-ce qu'on peut poser du digital. Mais ce n'est pas qu'une affaire de digital. Et d'ailleurs, la question qui était posée aujourd'hui, c'est: la transformation digitale des entreprises se limite-t-elle à une simple affaire de technologie? Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être de dire, la transformation digitale du management opérationnel des entreprises se limite-t-elle à une simple affaire de technologie? Alors, si nous reprenons les savoir-faire de TopTech, j'ai parlé donc de processus,
On en a tout à l'heure, il y a eu chez Michael qui parlait du système Toyota, etc. On va y retrouver des choses. Maîtrise système gestion, planification, les ERP, des différents logiciels qui vont permettre de faire de la planification et du suivi, MES, etc. Le pilotage et le management. Alors je vous propose moi de parler d'humain et de travailler sur le sujet du superviseur. Donc le superviseur à qui on veut associer un outil digital. Et c'est vrai que on parlait de démarche top-down, etc. On se dit oui, le digital, il faudrait ceci, il faudrait cela pour mes superviseurs. Mais comment faire pour que la greffe prenne et pour pas que le superviseur prenne cet outil digital qu'on va lui associer comme quelque chose encore de plus, mais plutôt comme un outil qui est à son service, comme un outil. Voilà. Pas qui va se substituer, mais qui va vraiment l'aider je dirais, dans son quotidien. Alors déjà, avant de s'intéresser à l'outil, intéressons-nous peut-être à la personne qui va l'utiliser. Qui est ce superviseur? Quel est ce technicien finalement qui au quotidien gère l'équipe? Bien souvent, ce chef d'équipe, ce chef de service, ce responsable de maintenance, ce chef des ventes, sont souvent d'excellents techniciens. D'ailleurs, et c'est justement parce que c'était d'excellents techniciens qu'on leur a proposé un poste de chef. C'est un petit peu comme si on propose aux meilleurs violonistes d'un orchestre de prendre la direction de l'orchestre, ou comme cet excellent footballeur qui devient entraîneur. Alors c'est vrai, des fois ça marche, des fois. Voilà. Donc, bien sûr, nous avons tous pour nos organisations des rêves. On voudrait ce digital, on imagine ce superviseur avec son outil numérique sur lequel il pourrait voir les plans, sur lequel il pourrait voir l'avancement, sur lequel il pourrait voir les cadences des machines, cet outil magique qui lui permettrait au quotidien de pouvoir piloter sa production, piloter son équipe, etc. Et effectivement, on voudrait ce superviseur qui puisse utiliser ça. Mais comme je viens de le dire, qui est-il? Est-ce que ça va être facile pour lui déjà d'aborder son nouveau poste et puis en plus d'utiliser ces nouvelles technologies qui pourtant sont bien faites pour l'aider? Comment faire pour que la greffe prenne? Alors maintenant, ce qu'il faut, c'est passer du rêve finalement à la réalité. Comment faire? Nous ne pensons pas, en tout cas chez TopTech, que le digital soit la solution miracle qui va faire que demain, le manager va être plus efficace dans son management. Il faudra deux choses. Il faudra que le manager progresse dans son rôle de manager et il faudra, bien évidemment, lui associer un outil digital, mais juste à sa mesure. Alors déjà, manager, finalement, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on attend d'un manager dans son quotidien? Je vous ramène encore sur la vraie vie, c'est-à-dire le superviseur qui arrive à 6 heures du matin ou qui est en 3-8 et qui arrive face à son équipe, ou ce chef de service ce responsable de production qui va encadrer plusieurs chefs d'équipe, ou ce directeur industriel qui va encadrer encore d'autres chefs de service. Finalement, dans son quotidien, quelle est sa façon de manager? Quelles sont les tâches en fait finalement qu'il doit réaliser? Eh bien, on a identifié 7 tâches chez TopTech qu'un superviseur, quel que soit son niveau hiérarchique, on va dire, dans l'entreprise, quelle que soit d'ailleurs la taille de son entreprise, la première chose, c'est faire de la supervision active. La supervision active, c'est quoi? C'est assigner une tâche, donner un objectif et s'assurer régulièrement que ça avance bien. Un superviseur, par opposition, pardon, on a de la supervision passive. La supervision passive, c'est régler des problèmes. Alors certes, quand on règle un problème, on est actif, mais en fait, c'est surtout qu'on subit un problème. Donc, on doit fournir de l'énergie, passer du temps à résoudre un problème qui peut-être, si on avait été plus proactif, donc plus dans la supervision active, un problème qu'on n'aurait pas eu, ou du moins qui aurait eu de moins graves conséquences et pour lequel on aurait eu moins d'énergie à mettre pour éteindre, si je fais le parallèle avec un incendie, il vaut mieux l'éteindre au plus tôt qu'attendre plusieurs heures où là, on va devoir mettre une débauche de moyens et d'énergie pour pouvoir l'éteindre. Et puis après, ce superviseur, comme souvent c'est quelqu'un qui vient du terrain, des fois il va peut-être avoir une fâcheuse tendance à revenir vers ses anciens amours, son métier, et à effectuer des tâches manuelles. Moi, vous savez, je
tous les jours, je suis dans les entreprises, des PME et des grandes entreprises, et quand je traverse un atelier et que le responsable de cet atelier ou de cette usine arrête un chariot élévateur, me dit, bah, tiens, je vous présente le responsable de production, je dis, tiens, c'est le cariste le mieux payé de l'entreprise. Donc, est-ce que c'est vraiment son rôle? Donc, le management opérationnel, c'est vraiment assurer de la supervision active, faire de l'amélioration. On parlait d'amélioration continue tout à l'heure. Oui, c'est dans son rôle. Qu'est-ce que l'on constate? Puisqu'encore une fois, sur le terrain, depuis 20 ans que TopTech existe et que nous suivons donc des PME et puis des grands groupes, 2/3 des superviseurs ont une répartition, on va dire, de ces 7 tâches comme celle qui est indiquée sur le graphique. C'est-à-dire que la moitié du temps qui est passé par le superviseur, il est passé à faire de la supervision passive, c'est-à-dire traiter des problèmes. En fait, pompier ou mieux chef de la caserne des pompiers finalement. Donc c'est une personne qui court beaucoup, qui fait beaucoup d'heures et qui est jamais disponible. Ces gens-là passent beaucoup de temps également à faire du travail manuel et aussi beaucoup d'administratif. Alors là, on peut s'intéresser et de dire peut-être qu'effectivement, certains outils digitaux permettraient d'enlever toutes ces tâches dites en non-valeur ajoutée de ce superviseur. Alors, ces superviseurs-là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut les enlever et les remplacer par d'autres, parce qu'on aurait exactement le même problème. C'est comment faire progresser ces superviseurs, c'est-à-dire ce meilleur violoniste que vous aviez dans votre équipe et que vous avez nommé chef d'orchestre parce qu'il le mérite. Dites-vous bien que d'ailleurs, dans 95% des cas, il n'y a pas d'erreur de casting. La personne que vous avez nommée est à sa place. Maintenant, est-ce qu'elle assure complètement son rôle? D'ailleurs, le connaît-elle? C'est une question qu'on va se poser. Comment est-ce qu'on peut accompagner cette personne, qu'on lui a donné un beau costume pour qu'elle l'habite vraiment? Parce qu'en plus, cette personne, elle est dans un système. Elle est dans un système où on a une hiérarchie des fois qui pousse alors de l'information, qui pousse des attentes, et puis le superviseur qui lui-même repousse ces informations vers son équipe, et puis les services support qui sont peut-être pas très support. Donc c'est comment faire évoluer non seulement le manager dans son rôle de manager, mais aussi l'organisation qui est autour du manager et dans laquelle le manager évolue. On peut dire que, par exemple, certains de nos clients chez qui nous sommes intervenus ont aujourd'hui des managers de bon niveau, mais ces managers de bon niveau, lorsqu'on les met dans une organisation avec un modèle un peu plus ancien, ils vont lutter contre le courant pour dire mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, etc. Et puis peut-être au bout de quelques semaines, quelques mois, ils vont être emportés par l'organisation qui est dans l'entreprise, un peu comme si on essaie de lutter contre un courant fort. Au bout d'un moment, on s'épuise et on repart avec le système tel qu'il est dans l'entreprise. Donc, il est important, avant de parler de digital, de voir comment fonctionne le superviseur et comment fonctionne l'organisation dans laquelle évolue ce superviseur. Alors, ce superviseur, si on continue à s'intéresser à lui, bien évidemment, on va devoir savoir qui il est. Parce que tout à l'heure, c'est Marc, je crois, qui faisait un lien avec le rugby. On va s'entendre, hein, Marc, sur ce sujet-là. Effectivement, si on a un de nos superviseurs qui s'occupe des cadets du rugby le week-end et un autre superviseur qui, lui, est philatéliste, je suis sûr que si on leur pose à tous les deux la même question, on n'aura peut-être pas forcément la même réponse. Peut-être que le rugbyman, c'est un meneur d'hommes, c'est quelqu'un qui va être capable d'embarquer une équipe et les faire tous grimper sur la table. Peut-être que le philatéliste, lui, il aura plus de mal à se mettre en face d'une équipe, justement. Mais par contre, tout ce qui va être planning, reporting, etc., ce sera juste 3 chiffres après la virgule. Donc, il va être intéressant de faire un profil de supervision de chacun de nos managers, et je parle bien individuellement, donc au travers de différents tests, etc., de discussions, et de pouvoir voir un petit peu comment cette personne déjà imagine ce qu'est le rôle d'un chef, et puis pour après la faire évoluer vers ce qu'on attend finalement et le vrai rôle d'un manager. Je fais référence bien sûr aux répartitions des différentes tâches qu'un superviseur fait, passer d'un modèle aujourd'hui où on est plus dans une supervision passive à un modèle où on va être dans une supervision active. Je parlais également du système dans lequel évolue le superviseur, donc sur le terrain. Sur le terrain, on va constater des écarts, on va constater des problèmes. Par exemple, cette fuite qu'il y a sur une machine et que l'on a signalée. Par exemple, cette erreur que l'on a pu constater sur un plan ou sur un dossier.
déjà, cette information, est-ce qu'elle a été vue? Dans ce cas, oui, puisqu'on a constaté qu'il y avait une fuite ou on a constaté une erreur. Maintenant, cet écart que j'ai constaté, cette information, donc, est-ce que je l'ai transmise? Oui, et à qui? Maintenant, si je prends l'exemple de ma fuite, j'en ai parlé à la maintenance. Oui, je leur ai dit. D'accord? Maintenant, la maintenance, qui est l'écosystème, on va dire, tous les services supports qui sont au service du terrain, au service de la valeur ajoutée de l'entreprise, ben, comment cette information est-elle priorisée dans un service maintenance? On leur dit, oui, ben, j'ai vu qu'il y avait une fuite sur la machine. Et là, le patron de la maintenance, il est en pleine réfaction d'un équipement. Est-ce que ça va être sa priorité? D'accord? Et bien, ce qui arrive, et ce que j'entends fréquemment, et peut-être vous l'avez déjà entendu dans vos entreprises, oui, mais je l'ai dit, ça n'a pas été traité. Et puis maintenant, la machine, elle est en panne. Ou ben oui, je l'avais dit que sur le plan, j'avais vu une erreur. Et puis finalement, l'erreur n'a pas été corrigée. On a fabriqué la pièce et la pièce ne se monte pas. Voilà. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de regarder aussi le fonctionnement de l'écosystème, du système dans lequel évolue le superviseur, et pas que le superviseur lui-même. Donc ensuite, il faudra accompagner le superviseur dans ce changement. Déjà, ses rôles, ses responsabilités, le développement de ses outils de gestion, les revues de terrain, tout ce qui est rituel, agenda de travail, etc. Donc là, par exemple, il y a 7 ateliers pédagogiques qui peuvent être mis en œuvre pour faire progresser le superviseur avec ses forces et ses faiblesses. Par exemple, je vais prendre un exemple dans ces 7 bonnes pratiques que nous proposons au travers d'un coaching qui a été déposé au Registre national de la compétence professionnelle. Prenons l'exemple des tournées de terrain. D'ailleurs, est-ce que tout le monde sait ce que c'est une tournée de terrain? Je parlais tout à l'heure de la supervision active où je disais c'est assigner une tâche, donner un objectif et s'assurer régulièrement que ça avance. Ça veut dire aller sur le terrain et regarder que ça avance. Alors, aller dans un atelier X fois par jour pour voir comment avancent les productions que l'on a données. Aller régulièrement dans le bureau d'études, voir comment avancent les différents projets sur lesquels on travaille. Aller dans une administration de vente, voir comment avance le traitement de tout ce qui est commande. Donc, aller sur le terrain au travers de revues de plancher. Eh bien, les revues de plancher, c'est quoi finalement? C'est présence régulière, identifier et anticiper les écarts, traiter ces écarts. Finalement, ces personnes-là me disent souvent, mais moi je suis dans l'atelier et quand les gens ont un problème, ils viennent me voir. Mais là, on est dans un modèle de supervision passive. On attend que l'écart vienne à nous. Là, le but du jeu, c'est d'être très proactif et de détecter l'écart, détecter ce début d'incendie au plus tôt pour pouvoir le traiter et y mettre donc le moins d'énergie possible pour le traiter parce qu'on l'aura traité, on l'aura détecté très tôt. C'est passer finalement la revue de plancher d'un mode subi à un mode anticipé. Donc, tant que vos superviseurs n'auront pas intégré, tant que vos managers n'auront pas intégré cette vision-là de ce suivi qui est important, on pourra mettre tous les outils à leur disposition, ils ne les regarderont même pas. Par contre, dès qu'ils auront compris que j'ai un voyant orange qui s'allume quelque part, il faut que vite j'intervienne, et bien à ce moment-là, la personne ayant compris ça, on va pouvoir l'outiller justement avec avec un outil digital. Alors, j'ai parlé d'MES, je parlerai de Daily Management System, etc. On va pouvoir l'outiller en tout cas, parce que du coup, ça va lui permettre, lui, de lui faciliter la vie. Par exemple, quand j'ai un formulaire de tournée de terrain, on peut l'intégrer sur une tablette et lorsque je fais mes tournées de terrain, j'ai mon roadbook, on va dire, de tout ce que je dois voir, tout ce à côté de quoi je ne peux pas passer si je veux que ma journée se passe bien, que ma semaine se passe bien et que mon mois se passe bien. Donc, un outil digital là va avoir toute son utilité. Cet outil digital, qu'est-ce qu'il va permettre au superviseur? Je constate une fuite, hop, j'envoie une tâche, je crée une tâche que je vais envoyer à la maintenance pour dire que j'ai constaté cette tâche. Je peux même faire une photo, etc. Cet outil digital va me permettre peut-être de transférer l'écart à mon chef, parce que moi, en tant que superviseur, je ne peux pas prendre la décision, mais en tout cas, je transfère la prise de responsabilité à mon chef. Je vois que je suis en retard sur des dossiers qui doivent partir à la fin de la semaine, on est mardi, je transfère ça dans un rituel de suivi de projet, ce qui va permettre donc à mon chef et à l'équipe de prendre des décisions pour pouvoir traiter cet écart-là. Donc là, le digital a toute
tout son intérêt parce qu'en temps réel, on transfère l'information, on transfère des tâches aux bonnes personnes et on peut après, bien évidemment, les hiérarchiser dans un plan d'action. Je faisais référence à mon responsable de maintenance quand on lui signale une fuite sur un équipement. Alors, comme on est dans la vraie vie, je vous propose de voir des vrais gens et de vous montrer une vidéo qui a été tournée, je dirais, en mode avec son iPhone. On parlait tout à l'heure des smartphones dans une entreprise. Alors, vous me dites si vous voyez l'image. Je crois qu'il faut que je... ouais, mais Bonjour, Encadre des Bresson, responsable production de l'entreprise Frangolet. Je suis responsable depuis, on va dire, au milieu de l'année. Donc j'ai été aidé par la mise en place du PPS et des MS TopTech cette année. J'avais besoin quand même de support et puis d'outils pour mettre en place des choses. Déjà pour pouvoir bien mesurer notre capacité, notre charge de travail, bien gérer les hommes, impliquer tout le monde. Ma fonction est responsable QSE. Promu donc le référent DMS en lien bien sûr avec les chefs d'équipe pour ajuster TRVN par rapport aux sollicitations et les besoins sur les tournées planchées. On avait déjà commencé par papier, puis en fait il est suivi, pas suivi, on ne sait pas. Là avec les tablettes on peut communiquer en direct avec d'autres personnes. L'appui de la photo c'est beaucoup plus explicite, des fois on a du mal à se faire comprendre ou sur certaines choses une photo on voit vraiment les défauts et c'est vraiment très utile, quoi. Et les chefs d'équipe, ça les implique bien dans leur tournée plancher et ça aide tout le monde, quoi. Ça va bien simplifier les choses par rapport à du papier, quoi. Patrick, responsable de l'atelier tri. Ce que m'a apporté la tablette personnellement, la transmission d'informations, parce que je ne suis pas très écrivain. Et j'ai le coût de l'appareil photo, c'est vraiment un support très intéressant pour moi, pour donner l'information aux autres. Au moins, ils savent exactement, précisément où se trouve la panne. Très simple. Très simple. Je pense d'ailleurs qu'on aurait du mal à faire plus simple. Beaucoup de personnes, effectivement, qui ne sont pas du tout informatiques. Je pense que les smartphones, il n'y en a pas beaucoup qui en sont équipés. Et finalement, ils se débrouillent. Des gens d'ailleurs sur lesquels je pensais qu'on allait avoir un petit peu de rugosité. Finalement, ça se passe super bien. Un peu difficile au départ parce que je suis un vieux de la vieille, mais très bien. Maintenant, ça, c'est une histoire ancienne, ça roule, quoi. Faut rester à l'écoute. J'aurais parlé de complexité au début sur les premières semaines. Aujourd'hui, c'est plutôt facile. Tout le monde a une bonne dynamique et tout. En plus, on a eu une année compliquée avec le Covid. Sans les choses qu'on a mis en place, ça aurait été difficile. Ça fonctionne plutôt bien. Il y a des retours positifs. En un mot, je dirais qu'on a tout gagné, quoi. Voilà. Donc vous avez vu, en fait, des chefs d'équipe, chefs d'atelier qui sont au quotidien. Et là, en fait, parce que dans un premier temps, on a bien travaillé sur leur rôle, leur force, leurs faiblesses. On les a fait progresser dans leur rôle de manager. À ce moment-là, ils ont compris vraiment l'intérêt d'un outil digital qui leur rend du service dans le quotidien, qui leur simplifie finalement la vie tous les jours. Donc, en résumé, on va dire que si on fait évoluer nos managers, et là je suis parti que sur un des 4 axes de TopTech, mais si on fait évoluer nos managers et qu'on les outille après avec le bon outil adapté, et bien derrière on a de formidables résultats sur de l'efficacité opérationnelle, sur des cycles, sur de la productivité, sur du taux de service, etc. Ce qu'attendent aujourd'hui nos clients dans le quotidien de nos entreprises. Et qu'on soit une entreprise de haute technologie, nous avons fait un projet dans une entreprise qui fait des simulateurs pour l'armée, où nous avons développé, où nous sommes intervenus sur la partie où ils développent des logiciels justement, comment je mets sous contrôle, comment j'améliore en fait mon service de développement de soft. Derrière, ça fonctionne complètement avec de beaux résultats et notamment une grande augmentation de la satisfaction client. En conclusion, finalement, je dirais qu'il n'y a pas de hasard en fait. La réussite des organisations, elles n'arrivent pas toutes seules, elles sont managées pour réussir. Donc le management passe
par vos managers, vos superviseurs de terrain, vos chefs de service, vos directeurs, et puis après, en les outillant avec le bon outil digital qui correspond à votre structure. Voilà. Merci pour votre écoute. Daniel, merci beaucoup pour ce témoignage. Effectivement, on commence à voir se dessiner l'agencement des briques. Hein. C'est mettre les briques dans le bon ordre pour avoir le bon résultat. Et donc, nous allons continuer, disons, dans cette approche avec Alexandra de la société Smart Industries. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais essayer de pas trop prendre de votre pause déjeuner. Donc, je vais essayer d'être concise et de vous donner les informations importantes. Si tu peux te mettre en plein écran, Alex, s'il te plaît. Oui. Hop. Merci beaucoup. Super. Donc, du coup, je me permets de faire le lien direct avec ce que vous a expliqué Daniel à l'instant, puisque j'ai décidé de rentrer directement dans le vif du sujet et de vous présenter une société qu'on accompagne, en l'occurrence, qui s'appelle ICERAM, qui est basée à Limoges, et qui ont justement été accompagnés dans une phase, je dirais, vraiment ciblée sur lean management et sur l'optimisation des pratiques et des process avec TopTech, donc directement lié à Daniel qui vous a expliqué juste avant le point de vue de sa société. Et donc, en fait, on a continué et on a consolidé, je dirais, la phase d'accompagnement de TopTech avec une phase de digitalisation qu'on a entrepris dans la société ICERAM donc, au cours de l'année 2020. Pour juste présenter l'activité d'ICERAM, donc ICERAM est une société qui fait des implants de haute technologie donc pour le domaine médical. Et la grosse problématique d'ICERAM, ou en tout cas, on va dire le gros frein d'ICERAM, c'était que, évidemment, ils vendent des outils pour le médical et donc ils sont limités en termes de tarifs puisque ils sont limités par les remboursements et par, je dirais, par les options légales qui s'offrent à eux pour financer leurs implants. Et donc, forcément, si on dépassait du temps de production, si on avait des problèmes, des aléas qualité, c'était directement, je dirais, de leur poche. On ne pouvait pas influer sur le prix de vente de leurs produits, je dirais. Et donc, c'était vraiment des choses qui étaient très problématiques dans leur cas. Donc, ce qu'a mis TopTech en place et ce qui était très formateur et très standard pour eux, c'est qu'ils ont un petit peu revu la partie ordonnancement, suivi de production, la gestion de la qualité avec évidemment des grosses normes qualité qui engendraient la gestion de matériel médical, la traçabilité associée, la gestion documentaire, et puis d'une autre partie, la gestion des commandes et la gestion des stocks, qui était un gros point évidemment, puisque à partir du moment qu'on faisait appel à eux pour avoir un implant, il fallait le donner et donc ça générait des stocks qui étaient assez conséquents chez eux et donc forcément de l'immobilisation financière qui en découlait. Et donc la première chose qu'on en fait, sans même parler, je dirais, de technologie derrière ça, c'est de regarder comment étaient faites actuellement les choses. Et évidemment, les choses étaient faites étaient standards, et ça c'était une très bonne chose, et c'était le passage de TopTech qui a permis de standardiser énormément de choses sur le terrain et en administration. La seule chose, c'est que beaucoup de choses étaient faites en manuel, donc c'est-à-dire que l'ordonnancement, la partie suivi de production était faite en manuel grâce à des ordres de fabrication qui sortaient d'un ERP. La gestion documentaire avec la qualité et les traçabilités était aussi très standard en production avec des papiers et du suivi qui était vraiment très performant. La seule chose, c'est que c'était manuel, donc ça générait quand même un petit peu de temps de gestion, voire même beaucoup de temps de gestion. Et puis une gestion des stocks et des commandes qui était aussi vraiment manuelle. Et donc, on était obligé de remettre à jour des informations dans le RP. Et donc, on voyait via ce premier schéma, on voyait qu'il y avait, je dirais, un manque d'automatisation ou en tout cas un manque de flux de gestion des informations et on avait un système d'information qui finalement faisait à peine un tiers des données ou en tout cas qui générait à peine un tiers des données qu'on avait dans l'intégralité du processus de valeur. Et donc, fort de ça, l'agence Smart Industries, donc avec moi-même, on a d'abord souhaité étudier où est-ce qu'on pouvait avoir des gains avec de la digitalisation. J'entends sur cette partie-là, c'est qu'en fait, on est allé faire une visite. Alors, ça rejoint totalement ce que disait Daniel sur les visites planchers, les visites terrain. Donc là, nous, on applique une méthode qui s'appelle la méthode DILO. DILO pour Day In, Day Off. Et c'est le fait d'aller sur le terrain pour voir comment est faite l'action dans le processus actuel, pourquoi il est important de la faire et comment on peut essayer de la digitaliser
parce qu'on pourrait y gagner quelque chose. Et ça permet de standardiser tout de suite et d'aller sur des choses prioritaires dans la mise en place de la technologie qu'on veut mettre en place. Et en l'occurrence, les deux grands gains estimés pour cette société-là, c'était la qualité et la production, puisque c'était vraiment deux choses, encore une fois, qui généraient beaucoup de non-valeur ajoutée, mais qui pourtant étaient très importants dans leur processus, puisque la qualité et la production sont vraiment des choses qu'il faut suivre absolument dans leur société. Et donc, une fois qu'on a vraiment étudié et mis en place les objectifs et qu'on a tous été d'accord sur le fait que la priorité dans la digitalisation au sein de leur structure, c'était de mettre en place des optimisations pour la qualité et la production, mais de là, on a pu un petit peu redéfinir le schéma et redéfinir, on va dire, le spectre du système d'information. Alors déjà, on essaie de recentrer le système d'information au milieu du processus, on va dire, de flux d'informations et au service de la création de valeur dans la société. Et donc, on a essayé d'orchestrer où est-ce qu'on peut aller chercher l'information, de quelle base de données, si elle était là, on pouvait descendre l'information dans l'opération ou piloter l'information grâce à des écrans de pilotage. Et de là, et c'est qu'à ce moment-là, d'ailleurs, qu'on a commencé à y mettre une technologie derrière. Et c'est ça qui est c'est ça qui est vraiment important dans ce cycle-là, c'est que avant même d'aller se dire bon bah on voit qu'il y a des problèmes au niveau, enfin pas des problèmes, mais on voit que l'ordonnancement peut être optimisé par la digitalisation. Trouvons une technologie qui pourrait répondre à l'ordonnancement. De là, on s'est dit qu'est-ce qui est le plus prioritaire sur le terrain. Donc où est-ce qu'on va trouver le plus de gains potentiels sur le terrain, où est-ce qu'on va pouvoir vraiment trouver des optimisations et de là, combien d'argent forcément on est prêt à mettre dedans. Et ça va forcément nous cadrer sur qu'est-ce qu'on est prêt à mettre en place, quelles sont les compétences associées pour pouvoir mettre en place cette technologie sur le terrain et comment la technologie peut être au service de notre processus et de notre création de valeur. Puisque évidemment, il ne faut jamais garder ça, jamais perdre ça de vue, évidemment. C'est toujours, je dirais, faire en sorte que la technologie soit au service de notre création de valeur. Donc vraiment, on a redéfini, je dirais, la stratégie digitale qu'on souhaite mettre en place dans la société. Et de là, on est allé chercher, on va dire, on est en cours d'ailleurs sur la société ICERAM de recherche des technologies les plus appropriées en fonction des priorités qu'on a mis en place et des sujets opérationnels, pilotage et système d'information qu'on souhaite intégrer dans le processus de valeur. Je vous avais dit que c'était court. Je veux juste vous faire un petit exemple pour que ça puisse, on va dire, imager ce que j'étais en train de mettre en place. Donc, un exemple sur la planification, par exemple. Dans la planification, chez ICERAM, mais on le retrouve évidemment dans beaucoup de sociétés, la planification est très standard, mais on voyait qu'elle était très manuelle. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait des petits cartons qu'on mettait sur un tableau qui servait au directeur de production, aux responsables de production, aux différents pilotes de l'atelier. Mais évidemment, ça mettait du temps, ça générait beaucoup de réunions puisqu'il fallait aller où l'information se trouvait, donc dans la bouche des gens et dans le cerveau des gens. Donc, il fallait tous se mettre autour d'une table pour organiser au mieux le processus de planification et l'ordonnancement. Et donc, on a défini pour chacune de ces actions-là, donc en voilà un exemple, le fonctionnement actuel. Qu'est-ce qu'on cible en termes de digitalisation? Donc, où est-ce qu'on va chercher l'information et quels sont les besoins pour aller chercher cette information? Donc, on veut que ce soit un apport d'une information, par exemple, un visuel des ordres de fabrication. Vraiment, on a défini tout ce qu'on avait besoin pour pouvoir mettre en place un outil digital qui réponde aux besoins de la planification et de l'ordonnancement, dans ce cas précis qui est ICERAM, par exemple. Et on a fait vraiment un petit peu cette carte de processus pour chacune des activités qu'on a décelées comme prioritaires dans la stratégie globale de digitalisation. Pour finir, je me permettrai juste de faire une petite conclusion avant de vous laisser. Je pense prioritairement que la technologie doit être au service d'un besoin et non l'inverse, parce que évidemment, il y a énormément de choses qui constituent, et d'ailleurs Marc le disait très justement, il y a énormément de choses qui s'offrent à nous, beaucoup de choses à nos pieds qui peuvent maintenant répondre à une intégration potentielle dans une société, qu'elle soit, je dirais, petite sur le papier de l'ordre d'une PME, voire même d'un grand groupe. Mais la technologie doit toujours être au service d'un besoin énoncé et doit donc correspondre à un plan de compétences associées.
On peut avoir la meilleure technologie possible, vraiment la chose sur le papier qui est très innovant. Si on ne sait pas la faire fonctionner, si on ne sait pas à quel besoin elle répond, elle ne sera jamais pérenne dans une société. Vraiment, je pèse mes mots parce qu'on le voit encore sur le terrain, des choses qui ont été mises en place ou en tout cas qui ont été achetées et qui finalement ne sont pas utilisées au juste prix de leur valeur. Il faut aussi pouvoir optimiser des process et des process clés qui généralement sont définis par le lean management. Et là, on l'a vu dans le cas d'ICERAM, le fait d'avoir, je dirais, des processus qui ont été standardisés par une étude et un accompagnement, c'est vraiment une première marche pour nous et ça nous permet d'être vraiment une clé de succès pour la future digitalisation qu'on va mettre en place. En termes évidemment budgétaires, la stratégie de digitalisation correspond à un investissement et il ne faut jamais perdre à l'idée que les objectifs doivent être définis pour maîtriser et optimiser le choix de la technologie à venir. Et donc forcément mettre au regard de ce qu'on peut gagner grâce à ça. Encore une fois, c'est très sexy sur le papier d'avoir quelque chose d'innovant et technologique et évidemment qu'il y a énormément de choses qui s'offrent à nous. En plus de répondre à un besoin, il faut évidemment que ça nous fasse gagner de l'argent ou que ça nous fasse gagner des compétences. Je fais un petit parallèle avec ce que nous disait Valentin tout à l'heure. C'est vraiment, ça doit nous apporter quelque chose. Et pour que ça nous apporte quelque chose, il faut que ça soit défini avant et donc piloté. En termes humains, la digitalisation doit prendre en compte l'intégralité des acteurs. Pardon. Excusez-moi. Donc la digitalisation doit prendre en compte l'intégralité des acteurs de la chaîne de valeur. Et donc, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi l'écran saute. Hop. Je vais y arriver. Bon, bref, je vais rester sur cette page, tant pis. La digitalisation doit donc prendre en compte l'intégralité des acteurs de la chaîne de valeur pour optimiser les valeurs ajoutées qu'on va trouver dans les activités des processus rencontrés dans l'industrie. Et puis, et je trouve aussi que ça fait un parallèle avec ce qu'ont dit mes collaborateurs plus tôt, la stratégie SI doit être définie et validée pour accueillir la solution technologique. J'en ai pas beaucoup parlé là parce qu'évidemment le temps était compté et limité, mais et on le voit d'autant plus dans des sociétés de l'ordre de la PME. La stratégie SI doit être au centre de la stratégie de digitalisation et donc doit être au centre de la solution technologique qu'on va finalement accueillir. Évidemment, il y a des problématiques dans les PME qui sont de l'ordre de il n'y a personne en interne, il n'y a pas de DSI par exemple, il n'y a pas une personne à part entière qui gère l'infrastructure SI et je dirais la stratégie SI à part entière. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus important d'être accompagné aussi sur cette partie-là et de pouvoir, je dirais, mettre en place les objectifs suffisants et nécessaires pour qu'on puisse accueillir la meilleure technologie possible au service d'un besoin. Je me répète. Je vous laisse sur ces quelques paroles. Excusez-moi d'être allé un petit peu vite, mais voilà, je ne voulais pas impacter sur votre pause repas. Merci beaucoup et n'hésitez pas évidemment à me consulter si vous voulez des informations ou si vous voulez discuter avec moi, ce sera un plaisir. Alexandra, merci beaucoup. Belle continuité avec la présentation de Daniel. Et alors là, maintenant, pour finir, nous allons voir avec Michael comment justement amorcer et traiter cette fameuse bascule digitale, parce qu'à un moment donné, il faut y aller. Donc, avec Michael, on y va. Oui, merci Philippe. Je rebondis complètement sur ce qu'ont dit à l'instant Daniel et Alexandra. Donc là l'idée, c'est de vous donner un autre exemple, du coup, complémentaire des deux qui viennent d'être donnés de transformation, qu'on appelle, nous, la bascule digitale et qui fait suite à une transformation telle qu'avait été expliquée par Daniel avant, opérationnelle. Nous, une de nos convictions fortes, c'est qu'on ne peut pas faire l'un sans l'autre. En fait, transformer, ça veut dire à la fois faire le digital et l'opérationnel. Et je rejoins complètement ce que disait Alexandra sur le côté d'abord partir des enjeux avant de digitaliser et pas l'inverse. Et donc là, le sujet, c'était l'entreprise sur laquelle on va du coup vous présenter le cas. Là, ça s'appelle SofaCap. C'est une boîte qui fait des capsules. Donc peut-être certains d'entre vous la connaissent, qui font des capsules de bouteilles de vin. En fait, c'est un business assez particulier parce que c'est un business qui marche à la commande et en fait, le délai demandé par les clients est de 15 jours. Donc, ça veut dire qu'il faut être très réactif par rapport à la demande du marché. Dans cette boîte-là, on est intervenu en 2 temps. Il y a eu une première intervention qui était purement de la transformation opérationnelle, donc du type de celle qui était décrite par Daniel tout à l'heure, vraiment transformation de terrain. C'était en 2016, un moment où l'entreprise allait plutôt mal et où elle avait besoin d'être redressée. Donc, on a travaillé à la fois les flux physiques, mais aussi les standards opérationnels et les standards de management. Donc, il y a tout un tas de choses qui ont été mises en place pour standardiser l'activité de terrain
la planification industrielle et le système de management tel qu'il était décrit par Daniel, donc ce qui était décrit tout à l'heure comme des revues de plancher. Donc ça a été réalisé et donc ça a permis, comme disait Alexandra, de faire un premier niveau de performance en standardisant et donc en allant chercher du taux de service, de l'efficience. Et donc ça a permis assez rapidement de donner un retour à la rentabilité de cette entreprise-là. Et puis 2 ou 3 ans après, donc en 2019, on a eu à nouveau une interaction avec le comité de direction de Sofacap qui cette fois-ci avait bien intégré dans son ADN ces nouvelles pratiques standardisées. Et qui était demandeuse d'aller un cran plus loin grâce au digital. Et donc la bascule digitale, ça a consisté à ça a consisté à se dire sur les gains qu'on a déjà fait, comment est-ce qu'on peut mettre l'étape d'après en allant ajouter des applicatifs qui permettent d'être encore plus efficients et plus réactifs, plus agiles. Et puis par ailleurs, commencer à se poser la question, comme c'était dit très justement par Alexandra à l'instant, de l'architecture des systèmes pour bien connecter ces applicatifs, notamment à l'ERP, mais globalement à tout ce qu'on appelle la colonne vertébrale IT, c'est-à-dire toute la structure de données. Donc, je ne vais pas passer trop de temps sur la théorie parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je crois qu'on a pris du retard et ce serait bien qu'on puisse prendre quelques questions. L'idée, juste pour que vous compreniez de cette bascule digitale, c'est de se poser la question à la fois côté opérationnel et informatique des besoins qu'on va avoir en termes de compétitivité, à la fois donc sur le terrain, très concrètement avec les opérateurs, les techniciens, les chefs d'équipe et puis les chefs d'atelier, les responsables d'usine, mais également au niveau des fonctions support, au niveau de la direction et des clients. Et sur chacun des métiers, de s'interroger sur ce qu'on appelle des cas d'usage potentiels qui vont permettre d'augmenter la performance sur des standards opérationnels ou des processus qui sont existants. Donc, par rapport à ça, on va avoir une première étape très rapide qui est de regarder par rapport aux enjeux avec le dirigeant quels sont les sujets prioritaires. Donc, dans le cas de Sofacap, il y en a 3 qui sont sortis. Un enjeu sur la planification industrielle, où il y avait tout un tas de choses qui fonctionnaient, mais plutôt avec des Excel et plutôt donc à la main. Un enjeu sur le pilotage de performance, où, comme je le disais, on avait commencé à standardiser, mais il y avait assez peu de capitalisation sur la résolution de problèmes et assez peu de facilité à remonter un problème d'un étage à l'autre depuis le terrain jusqu'à la direction, ou en tout cas c'était fait à la journée et pas suffisamment en temps réel, et les actions n'étaient pas suffisamment rebouclées. Et puis un enjeu sur les compétences, donc ça c'était évoqué aussi par Alexandra, puisque les compétences n'étaient pas suffisamment suivies, ou en tout cas suivies par des Excel ou dans la tête des superviseurs. Et en fait, il y avait besoin d'un outil pour être vraiment beaucoup plus capable de mapper les besoins, de les faire évoluer, de les suivre dans le temps, puis un outil aussi qui soit convivial. Et donc, il y a 3 logiciels qui ont été spotés, qui s'appellent Hoplit, Mercatim et Fabric. Et l'idée, ça a été en 4 semaines de mettre en place ces logiciels-là et d'ajouter à ça un principe de pilotage aussi des indicateurs qui étaient existants en papier, d'aller le mettre avec de la business intelligence et connecter sur les bonnes données de terrain pour pouvoir, au niveau de la direction, piloter les gains et puis faire le haut de la cascade, de ce qu'on appelle la cascade de performance, c'est-à-dire qu'on a ce que Daniel appelait les revues de plancher tout à l'heure, on va en avoir à tous les étages. En l'occurrence, chez Sofacap, c'était 3 étages seulement, puisque c'était une PME. Et en fait, au niveau de la direction, d'être sûr qu'on a les bons indicateurs qui permettent de piloter l'activité. Je vais rapidement passer sur le film pour qu'on puisse ensuite prendre les questions. Donc là, c'est un témoignage justement de Sofacap. Alors pour information, l'entreprise a été labellisée vitrine de l'industrie du futur en 2020. Suite notamment à ce projet, mais qui a été poursuivi bien entendu par l'entreprise. Donc c'est loin d'être uniquement l'action d'OPO, c'est une action globale. Et donc à la suite de ça, on a décidé de faire un petit film pour tout simplement donner un peu de concret à tout ça. Donc je vais lancer le film, enfin en tout cas j'essaye. Avant la bascule, donc nous on utilisait des méthodes papier, des méthodes tableau blanc. On écrivait des problèmes avec des dates. Même entre chefs d'équipe et entre services, on avait des post-it qui traînaient. J'avais souvent des remontées d'opérateurs ou de managers qui disaient, tu vois, ce problème il est toujours pas réglé. On avait beaucoup d'informations en même temps, on avait du mal à les traiter et à les prioriser. Il y en a beaucoup de choses qui passaient à la trappe. Alors, pourquoi une bascule digitale aujourd'hui? L'enjeu, c'est en 3-4 semaines d'être capable de découvrir comment le digital au XXIe siècle fait des gains de performance. Avec les autres startups, on a créé la bascule digitale pour tout site qui voulait avoir un ROI très rapide sur ses opérations. Premier jour, on se met d'accord sur les 2-3 briques digitales qui vont faire des gains et développer de l'usage. Et ensuite, on démontre l'usage, l'impact que ça a. Au bout de 2 semaines, le terrain et les opérationnels voient un changement concret dans leur quotidien. C'est donner la possibilité et l'opportunité aux usines de mettre fin à des outils qui existent depuis plus de 15-20 ans.
pour gagner en efficacité sur le terrain et en productivité organisationnelle grâce au numérique. En 3-4 semaines, vous prenez quelques briques de solutions SaaS, c'est-à-dire des solutions sans investissement, et vos équipes opérationnelles regagnent de l'usage. On a configuré la solution en reprenant le mode d'organisation actuel, c'est-à-dire qu'on a fait des sessions de formation qui ont permis d'inclure toutes les personnes du site. Et dès le lendemain, les équipes ont pu organiser leur routine d'audit, leurs rituels, leurs animations à intervalles courts. Il n'y a pas d'actions qui tombent aux oubliettes. Et même si on ne peut pas les résoudre à l'instant T, ça nous permet de nous donner des échéances. Ça permet d'avoir une meilleure organisation. En plus, comme on a des écrans partout, on ne peut pas passer à côté. Aujourd'hui, c'est à travers l'outil et du coup, c'est partagé par tout le monde. Sous 2 jours, on avait compris un petit peu le fonctionnement. Quand je vois certains qui vraiment ne sont pas du tout à l'aise avec l'informatique, manipuler la souris, aller dans la fabrique, ça me rassure moi sur l'avenir et ce qu'on va pouvoir mettre en place. C'est aussi du coup traiter l'enjeu de redevenir propriétaire de sa data et en tirer toute la puissance. Et au bout de ces 3-4 semaines, quand l'usage s'est développé, on peut se reposer et se dire ok, j'ai compris le digital au XXIe siècle, quelle va être ma roadmap pour développer ce chemin-là. Je pense qu'on n'a pas forcément besoin de la suite des pages. J'ai pratiquement fini. Juste un point pour compléter, pour finir en fait sur la bascule. On a parlé pas mal, c'était dit un peu par tous les intervenants, d'une des difficultés majeures qui était l'aspect compétences. Comment est-ce qu'on injecte les compétences du futur dans les PME et dans les groupes industriels, avec la problématique d'attractivité et puis du coup de faire venir ces compétences petit à petit. Et en fait, nous, ce qu'on pense chez OPO, c'est qu'un des enjeux des années à venir, c'est de réussir à flécher les talents qui sont dans les startups aujourd'hui plutôt dans les grandes métropoles, donc Toulouse, Paris, Lyon, etc., et qui sont plutôt utilisés aujourd'hui pour faire des startups B2C, c'est-à-dire pour le consommateur final. Comment est-ce qu'on flèche déjà ces startups-là vers le secteur industriel? Donc ça, c'est ce qu'on fait chez OSS. On crée des startups qui sont à destination du secteur industriel, mais comment aussi derrière, on connecte ces startups aux usines, puisque c'est pas forcément un mouvement qui se fait naturellement. Les jeunes qui sont dans ces startups-là, c'est plutôt des jeunes qui sont dans les métropoles et qui ne sont pas forcément familiers du secteur industriel. Et donc, ce qu'on fait dans la bascule aussi, c'est qu'on fait ce pont entre en fait des besoins qui ont été identifiés et dont on sait qu'ils vont créer de la valeur très concrètement dans l'usine, sur le terrain, pour le superviseur, pour l'opérateur, pour le technicien, les fonctions support, etc. Et les startups qui, elles, ont des solutions intéressantes et qui sont des solutions du XXIe siècle, telles qu'on peut retrouver sur son smartphone à la maison, en fait. Et donc, c'est de combler ce gap dont souvent se plaignent les opérationnels de terrain en disant moi j'en ai marre j'adore mon travail, etc. Mais par contre, j'ai l'impression de travailler derrière un Minitel. Et là, l'idée, c'est qu'ils aient à nouveau l'impression de travailler derrière quelque chose qui ressemble plus à un iPhone et donc des applicatifs qui soient très modernes, faciles à mettre en place et éventuellement à retirer parce que c'est de l'abonnement. Donc, vous payez au mois. Vous n'avez pas d'investissement comme un gros projet ERP. Vous payez tout simplement au mois. Si vous êtes content, vous continuez. Si vous n'êtes pas content, vous arrêtez. Et ça se met en place très, très vite. Et donc, l'idée de la bascule, c'est vraiment de montrer qu'en quelques semaines, ça peut être mis en place. Ce n'est pas forcément un projet très lourd. Et puis, bien sûr, à la fin de la bascule, on se pose des questions du passage à l'échelle, de ce que ça veut dire en termes d'architecture de données, etc. Donc, des choses un peu plus transformantes. En tout cas, c'est un premier pas qui permet d'avancer sans investissement majeur et en créant de l'énergie grâce aux autres. Voilà. Je repasse la main, peut-être Philippe. J'espère que je n'ai pas été trop long. Super, merci beaucoup. Merci Daniel, merci Alexandra, merci Michael pour ces témoignages très pratiques, très inspirants. Alors, je vais avoir peut-être un peu pitié de nos auditeurs que je remercie vivement parce qu'ils sont encore plus de 80% connectés malgré notre demi-heure de retard et l'appel de la fin. Ceci étant, on n'élude pas l'opportunité, disons, de pouvoir poser des questions. Ce que je vous propose, si vous êtes tous d'accord, c'est que vous nous transmettiez vos questions, suggestions et également vos commentaires, ce qui vous a plu, ce que vous aimeriez voir traité, disons, dans le cadre d'un prochain événement, vos ressentis. Et nous nous engageons avec l'équipe d'intervenants à vous y répondre parce que, bien entendu, replay et présentation vous seront diffusés. Alors, ceci étant, la vie continue, les Digital Days également, donc avec avec ce webinaire, c'est simplement, alors je vais essayer de partager
mon écran. Alors, et vous présenter, hop, voilà, c'est bon, ça va montrer mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Normalement, il devrait y avoir un beau programme qui vous invite cet après-midi à participer à une conférence qui aura lieu de 14h à 15h sur les solutions innovantes pour la ville durable et intelligente. Ça fait directement écho à la présentation de Catherine, relayée par nos intervenants cet après-midi, ainsi que deux ateliers très inspirants, un atelier technique sur l'économie de la donnée. Alors c'est vrai que nous avons à plusieurs reprises parlé d'IA, mais donc là on va aller peut-être un petit peu plus loin que l'IA et on va regarder tout ce qui se passe autour, ainsi que suivi à 15h, de 15h à 17h, d'un atelier technique qui sera très concentré sur la structure, matériaux et procédés. Voilà. À ce stade, il me reste à vous remercier tous, parce que surtout vous, participants, parce que sans vous, comme on le dit souvent, il n'y aurait pas ce type d'événement. Bravo à nos intervenants. Hein, nous avons grignoté une petite demi-heure sur le temps, mais tout simplement, c'est de ma faute. J'ai été peut-être trop ambitieux dans le temps que je vous ai octroyé. Mais ceci étant, le job, il est super, c'est hyper inspirant, c'est hyper documenté et je pense que ça servira de bon support de réflexion pour nos adhérents. Et sans oublier un grand merci à Jennifer, à la technique qui pallie à tous nos petits problèmes d'usage. Voilà. Encore merci à toutes et à tous. On peut ouvrir les micros pour se faire un petit coucou et un bon appétit général. Bon appétit à tous et à toutes. Merci pour votre participation. À bientôt. Merci. Et à très vite. Et gardez la patate.